Quand moi je faisais ces émissions en 2008, les gens qui me critiquent aujourd'hui étaient encore sous couche. Ils se font de la pub sur mon nom parce que j'ai tellement fait de buzz qu'ils se font de la pub. Tout ce que je peux t'assurer ici aujourd'hui, c'est que les SDF qui ont parlé de moi, ces gens-là qui ont essayé de nuire à ma réputation, redeviendront SDF. Je suis pas un influenceur, moi je suis un homme d'affaires. C'est très important de le redire, ça. Pas TikTok, j'écoute pas YouTube. Pas que les gens qui nous regardent le prennent mal, mais c'est des choses de glandeur. Moi, quand on parle d'un sujet, ramenez-moi à la procédure et le jugement. Moi, je lis des jugements. Contrairement à ce qu'ils te font croire les gens. T'as vu, tu vas regarder les infos, ils vont dire 3 500 € de salaire, t'es riche. Mais non, pas riche, un loyer à Paris, c'est 3 500. Et comment après pour vivre? Déjeuner ou dîner avec les Yakuza, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? C'est possible. C'est peut-être trop loin de nous et qu'on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que c'est surtout trop loin des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tous ces abrutis, s'il vous plaît, allez en procès, c'est tout ce que j'attends. Je vous attends tous. Je leur dis, c'est tous des merdes. On va être patient, on va attendre. Parce que je les lâcherai pas. Dans le club que tu fais, tu dis que tu n'as rien gagné. J'ai rien gagné sur les droits d'entrée. 0. Ils servent à quoi? Tu dis toujours qu'il y a des documents, il y a des preuves. Ouais. Et finalement, ces preuves, on les voit pas. Est-ce que tu n'as pas le droit de les montrer? Ou est-ce que tu les montres uniquement à la justice? Comment veux-tu que je me mette à un niveau intellectuel de personnes qui sont à l'étape, ils plient des cartons dans des usines et ils font des vidéos pour combler leur fin de mois? Mais on n'est pas dans le même niveau, ils peuvent pas comprendre. Tu sais, une femme, elle peut te dire « je t'aime plus » du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Tu peux te disputer avec ton ami du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Je vais te dire un truc. Ces gens-là n'ont pas de couilles. Très peu de gens qui pensent des fois à la mort, qui pensent à la vie, ils pensent à rien. Ils suivent la meute, en fait. C'est je vais au taf, je rentre, je bois mon verre avec les copains, je suis content, j'attends le samedi soir, dimanche, je regarde Netflix, lundi, je retends... Mais qui a autant de puissance, à part le Seigneur, pour me dicter ma vie? J'ai fait l'usine. Quand je sortais le soir de l'usine à 17h et que je regardais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Et tu vois, et quand tu mangeais avec ces mecs-là, alors je diffame pas, attention, je dis ce que moi je pense. Et qu'entre midi et 2, ils mangeaient de la morue avec du vin rouge et tout. Je dis, mais je peux pas vivre ça 40 ans de ma vie. Il faut aller au bout, les gens, ils ont peur de se sacrifier. Mais ils oublient qu'ils vont se sacrifier 40 ans de leur vie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mon invité c'est Hakim Benotman. Hakim, comment tu vas? Ça va et toi, Essil? Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir, je t'ai envoyé des DM, des trucs, parce que je voulais absolument discuter avec toi. Ouais. Honnêtement, moi je t'ai découvert sur une émission d'M6 à l'époque. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Laquelle, il y a longtemps? Il y a longtemps, c'était pas trop incognito. Ouais. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'un club d'investissement. Exactement. Donc quelle est un petit peu ton actualité? Quels sont tes projets actuels? Dans quoi t'es actuellement? Écoute, moi... Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas? Écoute, je m'appelle donc Hakim. J'ai commencé à entreprendre à 18-19 ans. Je suis originaire d'une petite... Alors, je suis né à Lille, mais je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Tours. D'accord, Touraine. Ensuite, je suis venu à Paris à l'âge de 21 ans. Et après, je suis parti à l'étranger à l'âge de 26 ans. Voilà. Et si tu veux, à 19 ans, moi, j'étais un des premiers dans la franchise halal. J'ai créé une chaîne qui s'appelait Nabab entre mes 19 ans et mes 30 ans. Okay. Donc après, j'ai cédé ce groupe et j'ai refait plein d'autres activités autour de la restauration, autour de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis focus autour de la tech. D'accord. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller chercher 2-3 licornes autour de la tech. Je suis beaucoup plus mondial qu'avant. Donc, j'ai une vision vraiment internationale dans le business et je suis là-dessus. Donc, j'investis énormément dans la tech. Donc là, tu parlais de licorne. Qu'est-ce que c'est qu'une licorne? Une licorne, c'est une entreprise qui vaut 1 milliard. D'accord, c'est une entreprise qui a une valorisation d'1 milliard et j'estime qu'on est dans un monde qui favorise ce type d'entreprise avec le minimum de personnes possible. À l'époque, pour aller chercher 1 milliard, il fallait être dans l'industrie ou dans des grands groupes où tu gères 30, 40 000 personnes, donc avec tous les problèmes qui vont avec. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans un nouveau monde où grâce au digital, un groupe de 5-6 personnes peuvent aller chercher une valorisation d'1 milliard avec une entreprise. Et c'est ça que je veux, parce que mon objectif, c'est dans le business de faire le maximum de profit possible et non avoir le maximum de salariés possible. Et c'est l'avantage du digital. D'ailleurs, on l'a vu, il y a le premier milliardaire qui a créé une boîte tout seul. C'est apparu il y a quelques jours. Hein. Donc, c'est énorme. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus dans les années à venir. En tout cas, les amis, comme vous le savez, ce podcast aussi une petite entreprise, une petite
petite haute entreprise de ma part. Donc n'hésitez pas à nous soutenir via notre cagnotte Litchi, on vous l'a mis en description. On a aussi la marque Ira que vous voyez aujourd'hui sur cette caméra-là. Je vous ai mis quelques produits. Si tu demandais avant qu'est-ce que ça fout là, ça. Alors, en gros, en fait, c'est une petite marque que j'ai créée pour que les gens puissent soutenir notre média parce qu'on a beaucoup de soutien financier. Mais si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, il y a plein de petites épices que j'ai cherché. Je suis allé les chercher en Afghanistan, ceux-là. Donc, tu as des raisins secs d'Afghanistan, tu as de l'abricot, tu as des amandes sucrées. Ici, je ne le vois pas, mais c'est des pois chiches secs. Et là, on a des mûres. On a aussi du safran d'Afghanistan que je suis allé chercher chez les agriculteurs et tout, pour qu'on puisse justement proposer ce produit brut qui vient de mon pays, l'Afghanistan. Et ça permet justement de directement soutenir notre média financièrement. Ça nous aide pas mal. On embraye sur cette première partie qui est la vision du monde, les médias et la liberté financière. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu parles souvent d'économie mondiale, d'un basculement un petit peu vers une économie mondiale. Tu parlais de justement que toi, maintenant, tu es mondial, c'est-à-dire que tu cherches à l'international. Est-ce que, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le jeu du business pour toi au niveau mondial? Avant, tu sais, on était tous dans notre... On essayait de percer en France, entre guillemets. Toi, tu me parles vraiment de mondial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partent. On parle de Dubaï, on parle de Genève, on parle de plein de villes comme ça qui proposent un peu plus que la France, malheureusement. Quelle est ta vision là-dessus? En fait, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Tu n'as pas un pays, si tu veux, qui a les feux verts partout ou un pays qui a les feux rouges partout. Si tu me parles de la France, c'est quand même un pays où ils aident énormément les entrepreneurs. Donc après, bien entendu, il y a des impôts, comme dans beaucoup de pays. Ces impôts, tu peux, je dirais, passer à côté parce qu'il y a des subventions, il y a plein d'aides, il y a des choses qui font que tu peux minorer ton imposition. Et la France, elle a aussi un deuxième avantage, enfin que moi je trouve, j'ai quand même fait presque le tour du monde, c'est un pays qui est hyper dynamique niveau consommation, ça consomme. Et aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Je connais beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont fait fortune en France et grâce à cette fortune qui ont investi à l'étranger que le contraire. D'accord ? Donc, si tu veux, il a de ses avantages. Dubaï, c'est surtout un avantage fiscal. Enfin, pour moi, Dubaï, c'est le paradis des influenceurs, mais qui gagnent quand même leur argent en France, en réalité. Un influenceur français qui est à Dubaï, ok, c'est sa résidence, mais ses clients sont français. Donc, il y a son public, il est français. Ouais. Et son public est français. Donc, il y a un risque de requalification fiscale permanent. Donc, ces gens-là, ils peuvent être à l'aise, mais pas trop. Parce qu'à un moment donné... Pour l'instant, ça passe, mais... Je ne sais même pas si ça passe. Tu sais, les gens, ils ne te parlent pas forcément de leurs problèmes. Hein. Ils te parlent du soleil, mais pas de la pluie. Ensuite, si tu veux... Bien sûr, tu as Genève, tu as l'Italie, chaque pays a ses avantages. Si aujourd'hui on parle de la Grèce, en Grèce, tu as un forfait fiscal sur ta holding, tu vas payer 100 000 € d'impôts par an sur tes revenus mondiaux. Donc ça peut être intéressant aussi. L'Italie, pareil, donc la nouvelle présidente, elle a mis quelque chose d'intéressant. Chaque pays a ses avantages. La France, le seul problème, si tu veux, l'avantage, c'est le dynamisme. Donc tu gagnes de l'argent plus facilement qu'ailleurs. Pour moi, quelqu'un qui ne devient pas millionnaire en France, il deviendra millionnaire nulle part. C'est mon point de vue. D'accord ? Ça se défend. C'est mon point de vue. Et d'ailleurs, essaye de me trouver des personnes qui sont devenues très riches à l'étranger sans se servir du public français. Il n'y en a pas beaucoup. Sans se servir du public français. D'accord ? C'est-à-dire que même un type qui va vendre des maisons en Tanzanie, qui parle français, il les vend à des Français. D'accord ? Il ne les vend pas à des Ivoiriens, il les vend à des Français. Donc, si tu veux, la réalité économique, elle est là. Donc, c'est un pays qui a une clientèle, parce que forcément, l'Européen, que ce soit le Français, le Belge, l'Italien, l'Allemand, a plus d'argent pour aller acheter sa résidence secondaire à l'autre bout du monde que, malheureusement, quelqu'un qui va plus être en Afrique ou dans certains pays d'Asie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu veux, il y a des avantages. Et pour démarrer, pour moi, ça reste un très bon pays. Après, il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est que la France est profondément un pays de gauche. Donc, on n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. On ne comprend pas une personne qui s'élève socialement. Alors, on va accepter une personne qui est issue d'une grande famille, donc qui continue dans la progression, mais si tu viens de nulle part, on va te mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai suivi énormément d'entrepreneurs. La plupart ont eu des grosses difficultés. Parce qu'en France, on ne le comprend pas. Le fonctionnaire moyen va tout de suite se dire, il y a anguille sous roche, comment se fait-il ? Il n'est pas plus intelligent que les autres. Donc, voilà. Comment il a fait ? Et c'est ton cas, finalement. Ça a été mon cas. Et c'est pour ça que j'ai subi tout au long de mon parcours des difficultés qui m'ont forgé,
qui m'ont rendu vraiment, je dirais, un battant dans la vie, mais beaucoup de difficultés. En parlant justement d'économie mondiale, tu as dit dans un podcast que maintenant, tu as fait entre guillemets, pas une erreur, mais si c'était à refaire, tu n'investirais plus en France, tu ne viendrais plus en fait donner un peu de la force, on va dire, en France, parce qu'on t'a mis tes bâtons dans les roues, parce que c'est difficile, peut-être l'administratif. C'est quoi les soucis aujourd'hui ? Alors, si on parle d'investissement, ça dépend dans quel investissement. Si on parle par exemple d'immobilier, d'accord ? Si tu parles d'immo, en fait, encore une fois, chaque pays a avantages et inconvénients. La France, le rendement locatif est presque nul, surtout si on prend ici Paris, c'est très moyen. Tu vas acheter un bel appartement de prestige rue Rivoli, tu vas avoir 3% de rendement. Par contre, c'est le pays qui finance le mieux. Donc, quelqu'un qui sait jongler avec la dette. Tu vas acheter un immeuble à 10 millions parce que tu as des actifs, parce qu'il finance qu'aux riches, c'est qu'il faut déjà avoir créé un peu d'argent. Eh ben, tu vas le financer. Une fois qu'il est financé, tu vas faire ce qu'on appelle du prêt lombard. Tu vas refinancer cet immeuble et tu vas dégager du cash que tu vas pouvoir t'en servir encore en apport pour démultiplier ta richesse. D'accord ? La France finance très bien. Les gens qui se plaignent, c'est qu'ils n'ont pas bougé de la France. Maintenant, essaye de te faire financer quelque chose à Dubaï. C'est beaucoup plus difficile. Les financements à Dubaï sont quasi inexistants. Donc, si tu veux, avantages et inconvénients. Je dirais que quand quelqu'un veut acheter quelque chose avec de la dette, avec du financement, la France est un des meilleurs pays au monde. Par contre, si tu dois acheter quelque chose cash parce que tu as 1 million de prêts, surtout pas acheter en France. Je préfère acheter, il y a encore mieux que Dubaï, mais je préfère acheter dans un pays. En fait, les pays qui financent le moins sont les pays où il y a les meilleurs rendements. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu as du cash dispo, va dans les pays qui financent le moins. C'est là où tu auras les meilleurs rendements. Les pays qui financent le plus, c'est là où il y a les moins bons rendements. Donc, pour toi, c'est facile. C'est plus facile, entre guillemets, de contracter un crédit en France. Largement. Plutôt qu'à Dubaï ou dans d'autres pays. Largement. Moi, en France, durant tout mon parcours, j'ai jamais eu du mal à obtenir des financements. Sauf pour les gros dossiers, quand j'ai failli reprendre Quick, où le financement de 140 millions a été fait par la Deutsche Bank en Allemagne, parce que les banques françaises ne voulaient pas financer ce type d'activité. Mais donc après, le reste est de l'equity. Mais sinon, entre mes 19 ans et mes 30 ans, quand je développais Nabab, on avait des financements assez facilement. En tout cas, tu as parlé de crédit lombard. En gros, c'est les actions. Tu as des actions et tu les mets en... Actions ou de l'IMO. Ou de l'IMO. Le lombard, c'est quoi ? Les riches, souvent, les gens qui s'enrichissent, c'est de la dette sur de la dette sur de la dette sur de la dette. C'est souvent comme ça. Parce que la dette vient contrer l'imposition qui est énorme. Tu vas avoir des gens qui ont 200 millions, 300 millions de patrimoine, mais qui n'ont pas forcément de cash. Parce qu'il y a une taxation qui est énorme. En France ? En France, oui. Même en Europe. Dans toute l'Europe, la taxation est importante. Et le lombard, c'est quoi ? Tu as besoin de cash disponible, tu as besoin de liquidité. Si tu as un patrimoine de 100 millions, que ça soit en actions, que ça soit en immobilier, tu vas pouvoir refinancer 50-60% de ton patrimoine qui est déjà qui a fini son financement et tu te retrouves avec 50-60 millions de cash disponible. Tu vois ? Donc, ça te permet d'avoir du cash sans vendre ton patrimoine. Toutes les personnes qui ont beaucoup de patrimoine font appel au lombard en général. Prêt lombard, tout simplement. Pour parler un petit peu de médias, pour suivre un petit peu ton parcours, tu as fait Patron Incognito. Moi, je t'avais vu dans cette émission-là. Et c'est vrai que ça t'a donné une sorte de crédibilité à mes yeux. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est un vrai patron. On l'invite sur M6, j'étais un peu plus jeune à l'époque. Et ça t'a donné une certaine crédibilité. Et petit à petit, je t'ai vu un peu plus t'éloigner des médias mainstream, on appelle ça, des médias un peu plus traditionnels. Tu es plus sur Internet, tu es plus sur les podcasts. Et j'ai vu que tu avais de plus en plus de détracteurs aussi sur Internet. Et c'est vrai que je t'ai vu dans le podcast dont on a parlé tout à l'heure, Sans Permission, avec des influenceurs, je ne sais pas même si c'est des influenceurs ou des investisseurs, je ne les connais pas personnellement, honnêtement, les mecs. C'est Yomi, Oussama Ammar, et puis on t'a vu toi, et puis on a vu des humoristes un petit peu tourner ça en dérision. C'est difficile pour le public de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Toi, l'avantage que tu avais à mes yeux, c'est que je t'avais vu sur M6 et Patron Incognito, j'avais vu ton chiffre d'affaires et ta réussite avec Nabab Kebab, donc je me suis dit, c'est pas possible que ce mec-là, il ait réussi à faire 1 million, 10 millions, 100 millions avec Nabab, être national. Je t'ai parlé de ce reportage sur Les Échos, où toi, tu parlais d'une centaine de franchisés, je crois. Elle parlait plus de 36 ou 38. En tout cas, il disait que, en gros, t'embellissais la vérité. Bien sûr.
Et moi, je me suis dit, quand tout le monde se met d'accord pour dire qu'un mec est chelou, moi, j'aime bien discuter avec le mec pour savoir, pour le jauger moi-même. Alors, qu'est-ce que... c'est quoi ta vision sur les médias aujourd'hui, de ce que les gens disent sur toi, de cette bulle un petit peu humoristique? Je t'avais dit, tu sais, sur TikTok, sur Insta, maintenant, en 1 minute, tu peux te défoncer un mec assez facilement. Et c'est vrai qu'on a parlé de ton histoire au Maroc. Tu avais dit dans une vidéo... En fait, c'est des vidéos courtes sur lesquelles on tombe, où tu es en face cam, tu dis, actuellement, on est sur... j'ai 800 ou 900 maisons au Maroc, où j'avais vu un truc où tu parlais d'un rendement de 900%. Bien sûr. Avec voilà. C'est des trucs, ça nous paraît trop loin, trop surréaliste, mais quelle est ta vision là-dessus sur les médias, ton évolution via les médias et aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux? Alors, 2 choses ici. Avant même Patron Incognito, moi, j'avais fait Zone Interdite en 2008. C'est vrai. Ça fait 20 ans. Avec Mélissa Theriot, etc. Avant Zone Interdite, j'avais fait encore d'autres émissions. Enquête et révélation, investigation, plein d'émissions. En tout, j'avais fait 25 émissions. Donc déjà, quand moi, je faisais ces émissions en 2008, les gens qui me critiquent aujourd'hui étaient encore sous couche. Ils portaient encore des couches. Tu comprends? Donc, ils ne peuvent pas connaître mon passé. Aussi. Ils ne peuvent pas le connaître. On n'est pas de la même génération. J'ai démarré très jeune. La deuxième chose, tu te feras toujours critiquer par des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Il faut le comprendre. Quelqu'un qui est plus riche que moi, qui a mieux réussi ou qui est intellectuellement plus élevé que moi, ne va pas me critiquer. Moi, je critique jamais les gens. D'ailleurs, je regarde jamais ce que les gens font parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps de regarder ce que les gens font. Troisième chose, je suis rentré sur les réseaux grâce à l'invitation de Wissem, qui m'avait invité dans des podcasts. Je ne connaissais rien à cet écosystème. Moi, je viens du business. Du vrai business. Je ne connaissais rien à cet écosystème. Et donc, j'ai apporté de la valeur, ça a cartonné, ça a plu aux gens. Et ensuite, donc, d'un seul coup, il y a eu des détracteurs qui racontent que des bêtises. L'inconvénient des réseaux, il y a un avantage dans les réseaux, c'est que tu peux promouvoir tes affaires, tes business, etc. L'inconvénient, c'est que n'importe quel abruti peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Il a le droit. Tu peux demain faire une vidéo TikTok, YouTube, etc. Et en fait, moi, je n'ai pas compris les réseaux, mais souvent, ils font ça. Les vrais abrutis, ce n'est pas les gens qui disent des bêtises sur toi, c'est les gens qui les regardent. Parce que celui qui dit des bêtises, son seul objectif, c'est de faire des vues pour avoir un complément de salaire à la fin du mois. C'est son seul objectif. Même s'ils font croire aux gens, attention, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Ils sensibilisent. Ils sensibilisent. C'est pas vrai. Pour toi, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai du tout. Okay. Souvent, c'est des personnes très vicieuses, très manipulatrices. Ils sensibilisent personne. Ce qu'ils veulent, c'est faire des vues pour gagner un peu d'argent parce qu'ils sont tous en galère. La réalité, elle est là. Donc ensuite, ces gens-là, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont là, ils parlent, ils se font de la pub sur mon nom parce que j'ai tellement fait de buzz qu'ils se font de la pub. Bon, c'est vrai que les vidéos qui parlent de toi, elles font des vues. Ils font des vues, donc ça leur fait monter leur chaîne TikTok, YouTube, etc. Moi, c'est encore plus complexe que ça. Moi, si tu veux, j'ai été victime d'une campagne de dénigrement orchestrée avec un patron de cette campagne de dénigrement. Ce patron est un concurrent parce que j'ai fait un business club et ça ne lui a pas plu. D'accord ? Et donc, je suis passé sur 7 à 8 et j'ai tout envoyé par mail à la journaliste qui s'appelle Julie. Sauf que dans mon passage de 7 à 8, elle a mis en avant l'autre personne et pas moi et elle n'a rien mis en avant de ce qu'on a dit durant 1h30 de discussion. Est-ce que tu parles des Échos ? Les Échos et 7 à 8, les deux. Ok, les deux. Et donc, moi, heureusement, quand je passe avec des journalistes, j'enregistre tout. Tout était enregistré, la discussion, d'accord ? Pour donner à mes avocats. Et donc, ensuite, on s'est rendu compte que cette journaliste était une amie du concurrent. Et tout ça, j'ai envie de te dire, tous ces youtubeurs, tiktokers, etc., c'est entre les mains de la justice. Moi, j'ai 5 avocats qui travaillent dessus. C'est entre les mains de la justice. Tout ce que je peux t'assurer ici aujourd'hui, c'est que les SDF qui ont parlé de moi, en disant derrière mon nom, parce que moi, mon nom, ça fait 20 ans que j'ai ma réputation. Ces gens-là qui ont essayé de nuire à ma réputation redeviendront SDF. J'allais te dire, c'est pas de la diffamation, ça? Parce que tu dis que quand on dit quelque chose qui est faux sur quelqu'un, normalement, tu peux directement l'attaquer en diffamation. Alors, la diffamation en France, elle n'est pas intéressante parce que... Ça rapporte rien. Ça rapporte rien. C'est du... Tu sais, en fait, je pense que ces gens-là, ce qu'ils n'ont pas compris, je ne suis pas un influenceur, moi, je suis un homme d'affaires. C'est très important de le redire, ça. Non, mais je pense qu'ils se sont trompés. Sur ma personne, ils se sont trompés. Les procès, c'est toute ma vie. Moi, j'ai eu 3400 salariés à peu près.
J'ai eu 120 sociétés. J'ai passé ma vie aux tribunaux. C'est ma vie, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vingtaine d'avocats qui travaillent au quotidien avec moi. Donc, si tu veux, je pense que ces personnes se sont trompées de cible. Tout ce que je peux te dire, et tu t'en souviendras, et c'est vraiment, je te regarde dans les yeux entre hommes, les SDF qui ont parlé sur moi, qui ont mis derrière mon nom le mot escroc ou mytho, retourneront SDF. Et les gens qui ont parlé sur moi, qui ont dit escroc ou mytho sans aucun fondement juridique, sans aucune condamnation, perdront tout. Je t'assure que je rigolerai pas avec eux. Aucun d'entre eux. Tu sais, t'as un autre abruti. Alors, je comprends même pas, moi, ces types-là. Les gens, en plus, carrément, ils font passer ça en dérision religieuse. Tu vois les mecs, j'ai vu des TikTokers avec une petite barbe comme ça, qui toute leur vie parlent de moi. C'est-à-dire, le mec, il rentre chez lui, il voit sa femme, il parle que de moi. Donc, son fonds de commerce, c'est moi. J'étais au Maroc il y a quelques jours exprès. J'étais voir le procureur. Toutes les personnes qui ont nui à mon image, si j'ai estimé avec mes avocats que ça portait préjudice à mon image et que financièrement, ça impacte mes autres business, parce que je ne te mens pas qu'à cause de ça, j'ai des investisseurs, sur des dossiers, on parle de 20-30 millions, qui disent Hakim, on va faire reculons parce que sur Internet, il y a ça. Donc ça m'impacte. Ben oui. Ça impacte des business. Bien sûr. Toutes ces personnes-là paieront. Qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient à Dubaï, où ils veulent, on saisira leurs biens, on saisira leur compte bancaire, on saisira tout à hauteur du dommage et du préjudice subi. Et là, je reviendrai te voir pour refaire un podcast et je t'expliquerai ce qu'on a pris et combien ça a coûté à chaque personne qui a ouvert sa bouche sans fondement. Tu n'as pas le droit de dire en France, ce monsieur est un escroc s'il n'a pas de condamnation judiciaire. C'est le travail de la justice. C'est pas le travail d'un abruti qui connaît rien à la vie. Tu sais, c'est comme si tu prends le cas de Magali Berda. Je connais pas cette femme. J'ai pas envie de la connaître. Je sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Tout ce que je sais, c'est que judiciairement aujourd'hui, les gens qui ont mal parlé d'elle ont des saisies conservatoires sur des sommes très importantes. Et Scoop, les amis. C'est la vérité. Ouais. Et qui vont peut-être protocoler, donc ils vont peut-être pas payer 40 millions. C'est des saisies conservatoires sur des sommes à venir. Peut-être qu'ils vont trouver un accord à 20 millions. Mais chaque préjudice d'image subi par une personne, son fondement juridique, a un coût. Et il faut que ces personnes-là soient prêtes à payer. Parce que moi, ils peuvent être où ils veulent. Ils peuvent avoir leurs biens à Dubaï, en Chine, où ils veulent. On fera des exéquatures dans tous les sens. On a dû mettre des détectives privés pour aller fouiller sur les actifs de chaque personne. Ça prend du temps. Je te parle en toute transparence. Ça va être presque 1,5 million d'euros de frais d'avocat et de justice. C'est ce que tu payes en compte d'entreprise, de ta poche? Comment ça se passe? Je paye de ma poche. Ok. Parce que c'est Déjà, un problème personnel. Deuxièmement, j'ai lancé donc 18 procédures. Contre moi, il n'y a aucune procédure. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui a porté plainte contre toi? Non. Et j'aimerais bien qu'ils le fassent. J'aimerais bien. Tous ces abrutis, j'aimerais. Même le collectif AVI, tu connais ça? Non. Un collectif de bourricots complets. Si le collectif AVI m'entend, portez plainte contre moi. Parce que moi, j'ai porté plainte contre vous. Et j'ai demandé que ce collectif n'existe plus, parce que c'est le collectif de l'absurde. Je pense qu'ils m'ont pris peut-être pour Marc Blatta ou Dylan Thierry. C'est le collectif de l'absurde. D'accord? Moi, je ferai en sorte que ce collectif soit dissous. D'accord? Et que les personnes à la direction de ce collectif soient condamnées. Parce que ces gens-là ont fait de la diffamation, du cyberharcèlement à mon égard. Donc, allez en procès parce que moi, c'est entamé. Après, le temps de la justice n'est pas celui de TikTok. C'est sûr. Quand tu lances des procédures, ça met quelques mois, voire des années. Mais tout est en cours. Justement, tu as donné des noms, Marc Blatta, Dylan Thierry, je pourrais même te parler de Maya Guéna, mais enfin, toute cette clique-là qui était un peu chapeautée par Magali Berda, et que le rappeur Booba avait commencé à leur rentrer dedans, tout ce qui était arnaque au CPF, tout ça. Là, tu me dis qu'il y a des procédures, et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui sont sorties par rapport à Booba, comme quoi il aurait des saisies sur de 20 ou 30 millions, je sais plus. C'est pas des rumeurs, c'est vrai. Je connais bien les avocats. Ok, bah lui, il a dit que non. Donc, on ne sait pas, en fait. Nous, on est dans le flou. Donc, toi, tu dis que c'est vrai. Tu sais, moi, j'écoute pas les gens. J'écoute pas TikTok, j'écoute pas YouTube. Ça c'est des trucs, je dirais... C'est pour ça que je te demande. Ça, c'est des choses, il faut pas que les gens qui nous regardent le prennent mal, mais c'est des choses de glandeur. Moi, quand on parle d'un sujet, ramenez-moi la procédure et le jugement. Moi, je lis des jugements.
Je lis pas, tu vois ce que je veux dire, je regarde pas les réseaux. Les réseaux, tu sais que sur TikTok, 90% des choses sont fausses. Tout ce qu'on voit, c'est des conneries. Tu vois. Moi, ma mère qui adore TikTok, la fois, elle me regarde un truc, elle me dit, t'as vu, il y a un mec qui a traversé l'océan en 3 minutes. Je dis, bon. Je t'ai vu ça où? Elle me dit, bah, c'est écrit sur TikTok. Je dis, à un moment donné, ils vont dire que la Terre est plate, tu vas me dire que la Terre est plate. Tu vois. Donc, je regarde pas. Autant Booba, j'adore en tant que rappeur. C'est quelqu'un, personnellement, quand j'étais jeune, quand j'ai créé mes business, qui nous a donné vraiment de la force. Parce que tu écoutes du son, tu sais, quand tu crées ton business et tout. Très, très bon rappeur, un des meilleurs rappeurs français. Autant je pense qu'il s'occupe de choses qui ne le regardent pas et qui peuvent lui causer des préjudices importants. Tu vois, si Magali Berda est une escroc ou pas, c'est à la justice d'en décider, pas un rappeur. Parce que la justice, elle a les pièces des deux côtés. C'est pas on dit, il n'y a pas de on dit. Il faut des pièces, il faut lire. Donc la différence, elle est là. Mais tu comprends que l'opinion publique, quand on parle d'arnaque au CPF, on parle de trucs, et les gens normaux, entre guillemets, ils sont salariés, ils bossent, ils ont un CPF, et derrière, tu as des influenceuses ou autres qui proposent des formations de maquillage, de ce genre de trucs, financés par le CPF. Entre guillemets, c'est embêtant, quoi. Parce que... Mais on leur a pas dit à ces gens-là d'acheter des formations. Ils sont pas obligés. Oui. Tu sais, c'est vrai. C'est pas plus une arnaque que quelqu'un qui achète un sac à 20 000 euros qui a coûté au fabricant 200 euros. Tout ça parce que le marketing est bien fait. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ils vont pas s'attaquer au groupe LVMH Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein, c'est pas plus une arnaque que quand tu bois un café au bout de la rue, il coûte 2 euros, et que tu vas dans un café, il coûte 20 euros parce que il y a ceci, cela, tu vois. Maintenant, si tu les payes, tu les payes. Hein. Tu les payes. C'est aux personnes responsabiliser. De travailler intelligemment, enfin de réfléchir intelligemment, de façon pragmatique, en se disant, lui, il vend une formation. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie? Moi, tu vois, par exemple, je vais te parler de formation. Moi, je fais pas de formation, je fais des accompagnements. Et je t'assure, hein, tout ce que je dis, de toute façon, moi, dans les podcasts ou ailleurs, j'ai jamais menti. Mon école, qui s'appelle CGB Campus, j'ai perdu de l'argent la première année. J'ai perdu 200 000 euros. Pourquoi? J'ai fait des accompagnements dans un domaine que je maîtrise par cœur. Par exemple, moi, c'est quoi? L'immobilier commercial, parce que j'ai fait fortune comme ça. La franchise, le retournement d'entreprise et la reprise d'entreprise. D'accord? Et des domaines autour du business. Je fais une formation franchise. Les gens, ils payent un accompagnement qui dure, c'est un accompagnement qui dure 1 an. Pendant 1 an, ils sont formés par moi, par Antoine Barra, qui est le patron d'Eat Salad, en fait, c'est que des franchiseurs que je paye pour permettre à ces gens-là d'être franchiseurs. À la fin, je dis à la CEO de l'école, j'ai attention, on a perdu 200 000 euros. Elle me dit, ouais, mais c'est normal, Hakim, parce que tu veux apporter tellement d'expertise et tellement de moyens, tu veux tellement gâter tes élèves qu'à la fin, la boîte n'est même pas rentable. Mais ça fait rien, c'est ma façon de faire. Maintenant, c'est des métiers que je connais par cœur. Demain, tu veux devenir franchiseur pour lancer ta chaîne de boulangerie, on va te faire gagner 10 ans. En 8 mois, 1 an. C'est un accompagnement. C'est une école en ligne, si tu veux. 3 fois par semaine des cours, etc. Notre taux de satisfaction, il est de 100%. Par contre, tu as des gens qui vont acheter des formations, je sais pas, des formations IA à des mecs qui n'ont jamais monté de boîte IA. C'est normal, tu te fais douiller. Moi, si demain, tu viens, tu me vends un accompagnement, je sais pas, moi, pour être chauffagiste et que tu as monté une super boîte de chauffage, clim et compagnie, je vais te l'apprendre, tu vas me faire gagner du temps. Donc là, ça a du sens. Mais si quelqu'un va acheter une fois, je sais pas, moi, j'ai jamais regardé, j'ai jamais acheté des trucs CPF, je sais même pas ce que c'est, mais j'ai jamais... je veux dire, si c'est aux parents de surveiller leurs enfants. Voilà, c'est pour les adultes, mais ouais. Je sais pas. CPF, en fait, c'est le truc quand tu bosses, t'es salarié, même je crois que quand t'es entrepreneur, je suis pas sûr, mais tu cotises, en gros. Oui, tu cotises, au bout d'un moment, t'as une petite enveloppe, ouais. 1002, 1003, 2000, ça peut, je sais plus jusqu'à combien ça peut monter, et tu peux utiliser cet argent pour te former à quelque chose. C'est là où ça me ramène à ma question sur l'idée de liberté financière. Tu disais que les gens, faut pas qu'ils achètent, mais ils cherchent, beaucoup de gens de mon entourage, ou que je vois, ceux qui m'écrivent en DM sur Insta et tout, ils cherchent absolument à faire un business pour sortir du salariat déjà. Et c'est là où les mecs comme Yomi Denzel ou autres qui vendent des formations toutes prêtes, je sais plus ce que ça coûte, je crois 1003, 1006, je sais plus, mais tu reçois un PDF, c'est pas comme toi, c'est pas une école. Ouais. La tienne, je connais pas. Ouais. Mais en tout cas, celle de Yomi, par exemple, je l'ai eu entre les mains, et quand j'ai regardé le truc, moi, ça me paraissait pas bon. Parce que pour moi, c'était un truc fait, c'est générique. Je te donne un truc, c'est comme ça qu'on lance à e-commerce, et puis démerde-toi avec ça, quoi.
Et donc, le mec, il a dépensé 1600 balles parce qu'ils sont à la recherche. C'est pas, bien sûr qu'on les responsabilise, mais ils cherchent cette liberté financière. Bien sûr. Que tout le monde cherche. Au final, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent, mais moi, je sais que le salariat n'attire plus les gens. Ils voient que tu es bloqué pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ton salaire, il évolue à peine, l'inflation est énorme. Et au final, tu cherches quand même, comme tu as dit, un complément de revenu. Certains le cherchent sur les réseaux, TikTok, machin. Mais c'est quoi ta vision sur l'idée de liberté financière pour quelqu'un qui part de zéro, sans capital, sans réseau? Ça, c'est important. Comment l'avoir sans se faire arnaquer par toutes ces formations? Moi, j'aime pas. Ces formations, celle de Yomi, le pauvre, c'est rien contre lui, mais c'est les formations un peu e-commerce qu'on t'envoie sur Internet. Je vais dire ce que j'en pense. Moi, déjà, la notion de la vie que j'ai, et que j'avais jeune, mais que mes potes ne comprenaient pas, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, t'as quel âge? 34. T'as 34, ça va, t'en es pas loin, mais tu sais, à l'époque, les gens, leur rêve, c'était d'avoir un CDI. Moi, je pense que dans la vie, il y a la prison, où là, t'es pas en liberté, t'es en prison. Il y a être salarié, c'est être aussi en prison avec un week-end pour te reposer. Et il y a être libre. Pour moi, le mode de vie que la plupart des gens ont dans le salariat, ce n'est pas être libre. On vit qu'une fois, on ne sait pas où on va après. D'accord ? Personne n'est revenu pour l'instant, même si on est croyant ou pas, mais personne n'est revenu. Et pour moi, c'est passé à côté de sa vie. Donc la première chose à laquelle un jeune doit penser tous les jours, c'est être libre financièrement. C'est la première chose à laquelle il doit penser. Sinon, tu passes à côté de toute ta vie. Moi, j'ai jamais compris des personnes, après il y a tout pour être heureux, qui ont leur petit CDI, qui ont un mois de vacances par an, qui ont leur week-end, le soir ils sont contents parce qu'ils vont boire une bière, mais tu es en prison. Et la plupart, ils n'aiment même pas ce qu'ils font. Tu es en prison toute ta vie. Et je comprends pas comment quelqu'un peut être heureux à travailler et avoir cette récurrence toute sa vie. Moi, je vais te dire un truc, je dis souvent à mes collaborateurs, je suis un feignant qui cherche une solution. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Pour moi, c'est un feignant qui cherche une solution. Je n'ai pas entrepris pour devenir l'homme le plus riche du cimetière. J'ai entrepris très jeune, à 19 ans, pour être libre financièrement très vite. Parce que je partais d'un principe simple, Yacine. Je me dis, tiens, les plus belles années de notre vie, qu'on le veuille ou pas, c'est 20, 50 ans. Plus belles années de notre vie. Ça te sert à quoi d'être en Ferrari à 60 ans? On va pas se mentir. T'as plus le physique pour les articulations, elles en prennent un coup. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as eu la chance, grâce à la vie, de tout arracher en 20 et 50 ans, dis merci déjà. C'est que c'est exceptionnel. Et en fait, si tu veux, l'indépendance financière, c'est hyper important. Comment on l'atteint, cette indépendance financière? Alors, je vais revenir là-dessus, mais il y a plein de choses. Moi, Yomi, j'ai fait un podcast avec lui, je l'ai vu 2 fois. C'est quelqu'un qui est sympa. Après, j'ai jamais lu ses formations, je connais pas. J'ai fait un podcast également avec Oussama Ammar, que j'ai trouvé très bon. Oussama Ammar, il est technique dans les startups, etc. J'ai jamais acheté de formation de ma vie. Oui. D'accord, je te cache pas. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est arriver dans les réseaux avec de l'authenticité, de la valeur, un parcours, une expérience, des choses que j'ai fait. Je ne parlerai jamais de choses que je maîtrise pas. Tu me parles du Bitcoin, tu vois, dans mon business club, quand il parle Bitcoin, je connais pas. Moi, tout ce que je connais, c'est la franchise, c'est l'IA, parce que j'ai créé des outils IA, c'est l'immobilier commercial, c'est la promotion immobilière et c'est la reprise d'entreprise. Parce que même si j'ai échoué à reprendre Quick, mais j'ai fait le parcours pendant 1 an de reprise, donc je le connais. Tu vois ? Et donc, si tu veux, c'est les domaines de compétences que j'ai. Après, les autres formations, je ne sais pas, j'ai jamais ouvert ça, je ne connais pas. Mais ceux qui veulent maintenant avoir cette liberté financière, ils veulent lancer quelque chose. Souvent, les gens, ils aiment bien, j'ai remarqué ça aussi, même mon coiffeur, je salue, franchement, c'est lui qui m'a passé la formation de Yomi, parce qu'il cherche justement, il est coiffeur, il gagne bien sa vie, c'est pas le souci, mais il cherche en fait à avoir un e-commerce. Aujourd'hui, la mode sur Twitter, c'est e-commerce. La mode, c'est pas e-commerce. C'est quoi la mode? C'est avoir de l'oseille facilement. Non, la mode, c'est avoir de l'oseille sans être au même endroit et sans aller au boulot tous les matins. C'est ça. Mais c'est même pas la mode. C'est les gens se sont rendus compte de c'est quoi la vie. C'est même pas la mode. C'est la vie. Moi, je te jure, et je t'assure, même quand j'avais Nabab, pourtant Nabab, c'est 3000 salariés, que des emmerdes. J'étais 6 mois par an en vacances. Malgré... On dit que la restauration, c'est hyper prenant et tout, mais toi, quand j'étais en Europe, j'étais au bord du burn-out en permanence, mais 6 mois par an en vacances. Et je disais, j'avais 2 bras droits, qui étaient des potes à moi en plus,
J'ai les gars, l'argent c'est bien, mais j'aurai 21 ans une fois, j'aurai 22 ans une fois, j'aurai 23 ans une fois. Et j'ai pas envie de kiffer à 60 ans, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir ma retraite entre 20 et 30 et être devant la télé à 70 qu'avoir une retraite à 70. Tu veux que j'aille où à 70 ans? Ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as les cheveux blancs, t'es tout fatigué, ça m'intéresse pas. Donc si tu veux, j'ai toujours favorisé la jeunesse. Les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est les plus belles années de leur vie. Donc il faut te sacrifier pour avoir de l'argent, mais 2-3 ans, pas plus. Tu vois? Et après, apprends à travailler intelligemment. L'avantage du e-commerce, il y a mieux que le e-commerce. Pour avoir l'indépendance financière, c'est quoi? Il faut faire soit des coûts dans l'immobilier. Quand je dis des coûts dans l'immobilier, un truc où il n'y a pas trop d'impôts comme la résidence principale. En province, par exemple, construire une maison et la revendre avec une belle culbute, refaire ça une deuxième fois, une troisième, et peut-être que tu vas arriver à 25 ans, tu auras 1 million. Mais il faut savoir qu'1 million cash, c'est pas un truc de fou. 1 million en Europe, ça te rapporte net dans ta poche, bien investi, 4 000 euros. Net. Tu n'as plus besoin de travailler, mais tu t'en veux pas. Oui. D'accord? Tu vas pas être en business class. Donc, moi, je dis souvent, on commence à être riche à partir de 10 millions. Pourquoi? Et ça dépend où tu vis. 10 millions en France, s'ils sont placés en IMO, un bel immeuble, avec un rendement locatif à 3-4%, il va te dégager quoi? 15 000 euros par mois. Donc, tu vis. Tu n'as plus besoin, si tu veux, de bosser. Mais tu peux pas être... Tu n'es pas riche avec 15 000 par mois, tu n'es pas riche. Donc, si tu veux, contrairement à ce qu'ils te font croire les gens, tu as vu, tu vas regarder les infos, ils vont dire 3 500 euros de salaire, tu es riche. Mais non, pas riche. Un loyer à Paris, c'est 3 500. Tu fais comment après pour vivre? Donc, si tu veux, tu as plusieurs étapes. Tu as pour moi l'immobilier. Et pas l'immobilier locatif et tout, ça, c'est des trucs à la con. Hein. Acheter un appartement sur 20 ans pour le louer, bah déjà, tu vas attendre 20 ans qu'il soit payé. Oui. Au bout de 20 ans, bah, tu as déjà 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu n'es pas riche tout de suite. L'immobilier, il faut être smart, il faut connaître. Il y a des techniques dans l'immobilier. Moi, si tu me parles d'IMO, tu me diras, Hakim, comment tu as gagné de l'argent avec les murs commerciaux? Je vais te dire, quand j'avais mes kebabs installés dans les murs, j'achetais les murs. Sauf que j'avais des loyers à 2000 balles, c'était pas cher. Donc, tu avais un rendement à peu près sur les murs de, je sais pas, à l'époque, c'était 10%, c'était plus que maintenant. J'achetais les murs 200 000 à crédit. Derrière, je mettais un loyer à 10 000. Puisque c'est moi qui avais l'exploitation. Je mettais le loyer que je veux, j'avais les murs, l'exploitation. J'avais un delta de 8 000. Sauf que les murs, après, ils valaient 1 million. Et moi, je les faisais refinancer. Donc, le delta, 800 000. Je faisais ça plusieurs fois. Ou alors, je revendais à des gros fonds de pension. Il y avait plein de choses à faire, mais c'est de l'immobilier smart. Donc, dans l'immobilier commercial, tu as ça. Dans l'immobilier d'habitation, à mon avis, c'est de l'achat-revente qu'il faut faire. Le rendement locatif, il faut avoir beaucoup de patrimoine pour gagner ta vie. Donc, ce que tu dis concrètement, un mec gagne 2 500 euros en province, salaire net, Ouais. ça fait 5-6 ans qu'il est dans une boîte, il gagne bien. Il va à sa banque en général lui dit, tu peux t'endetter un maximum 35% de ton salaire, petit salaire entre guillemets, enfin salaire moyen, de 2 500 euros. Il se dit, ok, bon bah je peux mettre quoi? 700, 800, je peux acheter ça. Il s'achète un bien, il s'achète un appart. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour revendre l'appart plus cher? Parce que c'est ce que tu dis, faire de l'achat-revente. Ouais, mais là, il faut aller chercher des bons plans. La vie, c'est une histoire d'opportunité. Mais s'il achète un appart pour le louer, et il va se retrouver avec... Et il se dit, le loyer va payer le crédit, et il se retrouve avec un locataire qui ne le paye pas, il va plus se mettre Ça, on a dit que c'était pas bon. Ouais, c'est pas bon, il va se bloquer. Bon. Il va se bloquer. Vraiment, achat-revente. Achat-revente. Il faut choper du bon plan. Bah, bien sûr. Faut choper du bon plan. Et c'est ça qui fait la différence. On ne te forme pas à ça. Ça, c'est inné. C'est être un entrepreneur. C'est être un bon entrepreneur. Ça, je pense pas... En fait, il y a un moment donné, il faut que les gens comprennent, dans la vie, il y aura toujours les mauvais et les bons. C'est très dur de se former à devenir bon. Moi, j'y crois pas. Tu vois, c'est un truc de fou ce que je vais te dire, mais j'y crois pas. À la rigueur, tu apprends un métier. Tu veux être franchiseur. Tu veux apprendre des techniques dans l'immobilier. On va t'expliquer. Mais c'est très dur si tu es mauvais à devenir bon, même si on te forme. Il y a ce talent commercial, cette vision à avoir dès le départ. C'est des affaires. Moi, si tu me dis comment tu as fait tes affaires, bah, je vais te dire, j'étais en train de me balader à Marseille en vélo ou en scoot, à Angers, à Paris, à Rennes, et j'étais en train de faire du porte-à-porte. Bonjour, vos murs sont à vendre. Je faisais le travail de l'agent immobilier, si tu veux. Les bonnes affaires, elles sont pas sur le marché. Il faut aller les chercher. Si tu es là, tu fais un crédit et tu regardes sur un agent immo qui te vend une maison ou un terrain, c'est pas une bonne affaire. Ce qui est en vente, ce n'est pas une bonne affaire. Une bonne affaire, tu vas la chercher avant qu'elle soit mise en vente. Quelle que soit l'affaire.
Donc ça, c'est une communauté que j'aime bien aussi. J'ai des copains turcs. Ça, c'est beaucoup ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent des immeubles en province, 200 000, 250 000. Il y a 4 apparts dedans. Ils retapent les 4. Soit ils mettent tout en location, soit après ils revendent. Ça, c'est le truc que tu proposes. Commence comme ça pour faire tes premiers euros. Moi, dans mon business club, la fois, on a fait une tournée, j'étais au Luxembourg. Il y a un membre, tu vois, il me dit Hakim, il me dit merci. J'étais salarié, j'étais routier. J'ai fait ce que tu as dit dans l'achat-revente. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 300 000 euros en 1 an. Il a acheté un immeuble à la frontière luxembourgeoise, il a découpé, il l'a revendu. Après, 300 000, t'es pas encore riche. Mais c'est un bon début. Bah oui. Mais t'es pas libre financièrement. Sinon, l'argent aujourd'hui, il part vite, tu vas les bouffer rapidement. Donc, tu as soit l'IMO. Ça, c'est la partie IMO. Entreprendre dans le business physique, attention, tu seras jamais libre. Tu es un salarié qui a une chance de revendre son fonds de commerce. C'est quoi un entrepreneur, que ce soit un coiffeur, un restaurateur ou autre? Tu es salarié, tu es tous les jours au boulot. Sinon, les salariés, de toute façon, ils vont te voler, ils vont te prendre le bénéfice. Tu es tous les jours au boulot. Et la différence avec un salarié, des fois, tu n'as même pas le salaire de ton salarié, c'est que demain, tu vas valoriser ton entreprise pour espérer la vendre. Mais là, tu es tous les jours au taf. C'est une vie que je veux pas pour rien au monde. Tu vois? Ça, on l'a bien compris, je crois. Tu veux pas bosser. Et après, tu as la troisième solution, qui est pour moi la meilleure quand tu pars de zéro, c'est les SaaS. C'est le digital. Le SaaS, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un SaaS? C'est une solution digitale qui répond à un besoin. Donc là, tu vas investir. Moi, je préfère, si tu veux vraiment t'enrichir et bien gagner ta vie, être un nomade de luxe et pas un nomade de misère. Malheureusement, il vaut mieux être un nomade, mais dans le luxe. Tu vas investir 30, 40, 50, 100 000 euros dans un outil digital avec un développeur qui tient la route. L'outil digital, c'est toi de voir à travers le monde quels sont les besoins. Airbnb, c'est un outil. Booking, c'est un outil. Le truc qui loue les bateaux, là, j'ai plus le nom en tête, c'est un outil. Le Bon Coin, c'est un outil. Moi, j'aime bien les outils intermédiaires. Et ensuite, tu te dis, moi, ma solution, c'est 100 balles par mois, par exemple. Et tu vas courir, tu vas te sacrifier 2-3 ans une fois que ta solution fonctionne. Et attention, je répète, ayez un bon codeur informatique. Parce que vous n'êtes pas codeur, il ne faut pas qu'il vous douille aussi. Parce que sinon, tu auras perdu tes 100 000. Et là, tu vas la commercialiser. Et là, tu te mets en mode porte-à-porte, en mode crevard. C'est là c'est la période résilience de ton business. Tous les jours à 8 heures, tu es en train de taper aux portes jusqu'à 22 heures. Et là, tu vas commencer à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients, 10 clients, 100 clients. Une fois que tu es à 100, tu es déjà à 10 000 euros par mois qui rentrent. Pour la solution que tu as créée avec un informaticien, un codeur. Exactement. Et une fois que tu es à 1000, tu es à 100 000 euros par mois qui rentrent. Sur 100 000, tu as quoi comme frais? Allez, les frais de la gestion informatique, etc., ça va être 20 000. Tu as 80 000 qui rentrent dans ta poche. Donc, il faut une solution smart. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La fois dernière, j'étais avec un membre de mon club. Tu sais ce qu'il fait? D'ailleurs, il est de votre région. Et Strasbourg, lui, il prend à bail des appartements à 800, 900 euros par mois et il les met en location, en Airbnb. Mais avec un modèle qui est hyper bien fait. Et chaque appart lui donne une marge d'à peu près 700 euros. Sauf qu'il s'est retrouvé avec 100 apparts. Entre Strasbourg, Nice, et là, il commençait à faire Marrakech. Tu te retrouves avec 70 000 euros qui rentrent tous les mois. Mais tu es intermédiaire, tu n'as acheté aucun appart. Et là, il me dit, maintenant, j'ai fait un outil digital pour gérer ça, tu sais, avec les femmes de ménage et tout, pour que tout le monde reçoive en direct. Tiens, il faut faire le ménage et tout. Le type, c'est un Turc. D'ailleurs, tu me parlais des Turcs. C'est un Turc, il a 22 ans. Et il me dit, maintenant, je vais acheter un hôtel. Mais je dis, surtout pas. Ça fonctionne, tu es intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'investir ton argent. Pourquoi tu veux aller t'endetter? Tu vas repartir du côté du business physique. Alors que tu es intermédiaire. Continue, fais grandir. Va chercher 1000 appartes. Tu vas te retrouver avec 700 000 par mois et tu vends l'entreprise. Tu vois? Donc, c'est un business où il m'a impressionné en plus, parce qu'il est hyper jeune, 21, 22 ans, où il a démarré sans argent. Tout le monde peut le faire, ça. Je prends un appart à bail, je signe mon bail, je demande bien entendu un bail civil et je demande bien entendu une possibilité de mettre sur Airbnb. Je regarde bien entendu la réglementation d'Airbnb qui évolue en permanence et je choisis le pays où je peux faire ça de façon smart et basta. En tout cas, tu nous proposes des solutions, c'est intéressant, parce qu'il faut que les gens sachent un peu mieux où aller, comment bosser.
Surtout qu'en ce moment, sur Twitter, je vois qu'il y a Claude qui code. Et apparemment, il code bien. J'ai pas essayé, mais apparemment, ça code bien. Donc, c'est vrai que tes solutions, elles sont intéressantes. Face à ça, j'avais une question sur l'école. Là, on parle de formation et tout. L'école traditionnelle, quelle est ta vision là-dessus? J'ai l'impression qu'elle est beaucoup en retard par rapport aux formations, aux écoles, à ce qu'on peut apprendre sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école n'a plus sa place? On l'a fait parce que c'est obligatoire, mais après, il faut vite la quitter pour aller se former ailleurs. C'est quoi ta vision sur l'éducation, on va dire Je pense que l'école n'a jamais eu sa place. L'école n'est pas là pour créer des millionnaires. L'école est là pour créer des personnes qui rentrent dans le système pour que le système fonctionne. Elle n'est pas là pour créer autre chose, l'école. Qu'est-ce que... alors, il y a des gens, des personnes qui ont très bien réussi, qui ont étudié. Il y a des personnes qui ont très bien réussi, qui n'ont pas étudié. Moi, je dis juste que j'ai eu la chance, tu sais, jeune, moi, mon père m'a donné un conseil. Mon père, c'est quelqu'un pour qui la richesse, c'est les études. Il a un doctorat, tu vois, en mécanique des fluides. Il a étudié une dizaine d'années. Et il m'a dit, j'ai étudié pour faire plaisir à mon père. Parce qu'il voulait que je réussisse et que j'étudie. Ne fais surtout pas la même erreur que moi. Lance-toi dès tes 20 ans. Parce que quand tu arrives à la fin d'un cursus scolaire à 30 ans, eh ben, tu sors de l'école, tu es locataire. Tandis que quelqu'un qui a commencé à bosser à 20 ans, à 30 ans, il peut être propriétaire. Donc, je pense que l'école, c'est bien si tu veux faire des métiers de passion, par exemple, je ne sais pas, chirurgien, où tu as besoin d'étudier, pilote de ligne, je ne sais pas, avocat, etc. Mais tu n'as pas besoin d'école si tu veux entreprendre. Entreprendre, c'est avoir le sens des affaires. L'école n'a rien à voir là-dedans. Et à la rigueur, une fois que tu as lancé ton affaire, prends des personnes qui ont étudié, qui ont la tête carrée, parce que l'école, ça permet d'être dans les cordes. Et il te faut des gens dans les cordes, parce que souvent, les gros entrepreneurs sont des génies un peu. Ils sont un peu foufous. Donc, il faut après des personnes qui soient leur opposées pour tenir l'affaire au quotidien. En tout cas, une vision claire sur l'école. C'est vrai que moi, je la critique pas mal, parce que comme tu l'as dit, moi, je trouve que l'école, c'est fait pour que tu rentres dans le salariat. Bien sûr. Et nous, on essaie d'en sortir. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. J'ai vu une vidéo de toi où tu parlais, par exemple, où tu avais une Bugatti, apparemment, et tu changeais de place avec ton ami pour pas que... et là, je voulais te parler un petit peu de mentalité française. Parce qu'il y a un mec avec qui tu as eu une petite embrouille. Tu t'en as parlé un petit peu, c'est Anthony Bourbon. Lui, il a cette vision un peu à l'américaine, tu sais, même dans l'émission Qui veut être mon associé, je vais t'en parler aussi. Il a cette vision où il montre beaucoup. Il a de l'argent dans les podcasts. Il dit voilà, pour lui, je sais plus ce qu'il avait dit, mais un truc comme 100 000 euros ou 200 000 euros, c'est pas énormément d'argent, parce que de toute façon, un vol, un jet privé, ça coûte hyper cher. Donc pour lui, je crois qu'en dessous de 15 000 ou en dessous de 20 000, il regarde pas, en gros, il paye. Voilà. Quelle mentalité il faut avoir en France? Quelle est ta mentalité à toi? C'est pas question de mentalité. Lui, ce qu'il dit, c'est du bullshit pour faire rêver le rêveur derrière TikTok. C'est des conneries. Même un milliardaire, il regarde en dessous de 15 000. D'accord? Et il regarde plus qu'un mec fauché. C'est tout ce que je peux dire. Moi, tu sais, je vis au Luxembourg. J'ai une très bonne amie avocate fiscaliste. Et on a des amis en commun qui sont multimilliardaires. J'en ai aussi des amis à Genève. Le multimilliardaire, c'est le mec qui a le sens des affaires et donc le sens de l'argent. Et donc, tout ce que tu achètes doit avoir un sens. D'accord? Tu vas acheter... je sais pas, tout doit avoir un sens. On aime payer le juste prix. Les vrais gens qui ont de l'argent, c'est ça. Sinon, c'est des arrivistes, les autres. En tout cas, la mentalité européenne des gens riches. Tu sais, renseigne-toi bien. Et d'ailleurs, il y a une seule personne qui parle bien sur les réseaux. Pour moi, tout le reste, il raconte que des conneries. T'as Moad Altrad qui parle intelligemment, le milliardaire syrien. T'as, j'ai plus son nom, le mec de Finari. Oui. Qui disait les milliardaires sont ceux qui dépensent le moins. Il l'a dit dans un podcast sur Legend, il a totalement raison. On a des amis milliardaires dont le patrimoine est d'1 milliard, qui ne dépensent pas plus de 15-20 000 euros par mois pour vivre. C'est les gens qui vivent le plus simplement possible. À l'image de Warren Buffett, à l'image du patron d'IKEA, ce n'est pas des arrivistes. Ils sont animés par le projet. D'accord ? Et c'est des gens qui ont le sens de l'argent. Tu sais, moi j'ai un ami à Metz qui a toute la ville en immobilier. Je t'assure, hein, la ville est à lui. Bon, c'est un vieux monsieur maintenant, je ne sais même pas s'il est en vie encore d'ailleurs, mais si tu veux, il va au café, il t'emmène dans un café où il y a le juste prix. Je t'assure, on a été manger ensemble, il paye le café, il prend le sucre. Je dis, pourquoi vous prenez le sucre? Il me dit, je l'ai payé, le sucre, il est à moi. C'est des gens qui ont souffert, qui ont le sens de l'argent.
Donc, quelqu'un qui te dit en dessous de 15 000, je regarde pas. Tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est venez, l'argent est facile à gagner. C'est pas vrai. Alors, surtout l'imposition qu'il y a en Europe, je peux t'assurer qu'en dessous de 15 000, tu regardes. Après, quand il s'agit de Bugatti, moi, quand je dis des choses, j'ai toujours dit vrai. Les gens, ils me croient pas. Ça, c'est plus le côté, tu sais, on a grandi en France, qu'on le veuille ou pas, donc on a peut-être ce côté ou peut-être le côté humilité. Ça dépend d'où tu viens. Moi, je viens d'une famille où si tu invites mon père à dîner et que le resto, il en a pour 1 000 €, il va regarder le ticket de caisse, il va dire pourquoi on a mangé là. Tu comprends ? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai offert une Mercedes, une S500 à mon père, il l'a rendue chez Mercedes, il m'a dit récupère ton argent, j'ai pas besoin de ça, je veux pas qu'on me voie avec ça dans la rue. Donc, j'ai été élevé avec cette éducation, si tu veux. L'argent, c'est bien, ça t'offre la liberté. C'est le seul avantage de l'argent. Il y en a d'autres, mais tu es libre. Avec l'argent, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ça n'a pas de prix. Mais derrière, tout ce qui est des personnes ostentatoires, j'aime pas. J'aime pas. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent vraiment, je te parle pas des tocards de TikTok, des gens qui me connaissent, ils te diront Hakim, je vais un peu à Cannes l'été, ils vont dire c'est vrai, il arrive des fois au bord d'un restaurant, sa voiture, il descend avant et il laisse quelqu'un d'autre la conduire. Parce que j'ai pas envie, tu sais, j'aime pas le regard quand tu as tout le regard sur toi quand tu arrives quelque part avec une belle voiture. Surtout quand tu es à Cannes, tu as tout le monde qui est là en train de te regarder. Je déteste ça. D'accord ? Mais ça, c'est plus une question de caractère, si tu veux. C'est comment tu as été éduqué. C'est pas une question de mentalité française ou c'est vrai que on est un peu dans ce truc de réussite. Tu sais, souvent on dit quand tu as une belle caisse, fais gaffe parce que quand tu poses ta caisse dans la ville ou quoi, on peut te la rayer, on peut te juste parce que ça énerve. Écoute, et quand tu dis ça sur internet, toi, après les podcasts, les trucs, on se dit oh, tu sais, j'ai vu un truc encore ce matin avec cette histoire de Bugatti, on se dit non, c'est pas vrai encore, pourquoi il ment Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, c'est faux, comment tu te situes là-dedans, comment tu prends ces critiques-là, toi? Parce que hors caméra, tu m'as dit, pour moi, c'est vrai, c'est ma vie, les gens, ils veulent pas me croire. Mais écoute, moi, qui veulent pas me croire et qui me comparent à des mythos, c'est leur problème. J'ai de compte à rendre à personne. Moi, tout ce que je peux te dire, j'ai jamais menti. J'ai des défauts, comme tout le monde, personne n'est parfait, mais pas celui du mensonge. Après, c'est pour ça que j'ai assigné tous ces gens-là et qui devront justifier de ce qu'ils disent à mon encontre. Moi, il faut bien que tu comprennes un truc. Je gagne très bien ma vie depuis que j'ai 19 ans. J'en ai 42. Je suis pas un arriviste. J'ai goûté au bateau, j'ai goûté au Ferrari, j'ai goûté à tout ce dont les gens rêvent à 23 ans, 24 ans. J'ai même pas attendu de vendre mon groupe pour vivre la vie de riche. Donc, on dit dans la vie, tu jouis d'une chose qu'avant de l'avoir. Une fois que tu t'es offert tout ça, tu les prends plus. Tu vois, si ton rêve aujourd'hui, c'est une Ferrari, les meilleurs moments de ta vie, c'est comme la chanson d'Orelsan qui est intéressante, La Quête. Elle dit tout, cette chanson. Le meilleur moment, c'est quand tu vas bosser, Yassine, pour pouvoir t'offrir cette Ferrari. Et le deuxième meilleur moment, c'est quand tu vas aller la chercher et la sortir du garage. Là, tu vas prendre ta femme, ta copine ou ton pote. Tu vois, on est en Ferrari. 1 an après, tu vas la mettre dans le garage. Tu vas même plus la prendre. Tu vas me dire, quel est mon prochain projet? L'humain, il est comme ça. On se lasse de tout dans la vie. On est comme ça. Donc, quelqu'un qui a jamais eu ça ne peut pas comprendre. C'est comme, tu vois, il y a un moment donné, je me suis offert la maison de mes rêves dans le sud de la France. T'as une très belle maison. Bon, au début, c'est bien, t'invites tes potes et tout à boire un verre, tout est clean. Et au bout d'1 an, 2 ans, tu dis, c'est trop grand, qu'est-ce que je fais là? Je m'ennuie. Je tourne en rond dans 600 mètres carrés. Pourquoi? Quelle est l'utilité? Et donc, t'as pas remarqué que la plupart des personnes qui ont réussi jeunes, qui ont gagné beaucoup d'argent, ils passent à un moment donné à l'étape beaucoup plus spirituelle. Ils sont tous en recherche plus de spiritualité, de compréhension de ce monde, si tu veux, que de matériel. Mais ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Tu vois, il y a eu... Il suffit de regarder les milliardaires. Tu regardes quelqu'un comme Altrad. C'est intéressant parce qu'il est un peu sur TikTok. Tu vois, il roule avec des voitures normales. Moi, je connais je n'ai pas envie de citer les noms, mais quelqu'un qui a une chaîne de boulangerie en France qui pèse 1 milliard, il roule avec une Audi A3, mais pas la dernière Audi A3. Une Audi A3 qui a 7-8 ans. Mais eux-mêmes le disent que Warren Buffett a la même voiture depuis 20 ans. Il a le droit. Ah, bien sûr. Et quand tu as de l'argent, tu peux tout offrir. Tu as envie de rouler en Ferrari ou en Bugatti, tu peux. Tu as envie de rouler en Clio, tu peux. Tu as envie de faire du vélo, tu peux. Tu as envie de marcher, tu peux. C'est ça que les personnes frustrées qui ne peuvent même pas s'offrir la première étape ne comprennent pas.
Ça se trouve, toi, demain, Yacine, tu vas avoir 100 millions. OK ? Bah, peut-être que tu vas avoir Bugatti, tu vas avoir Porsche, Ferrari, etc. Mais de temps en temps, tu as envie de te balader en Fiat 500. C'est ton choix. Peut-être que le lundi, tu vas manger, je sais pas, au Georges V, et le mardi, tu voudras un bon kebab. Parce qu'à la base, tu viens de la simplicité. Donc tu verras, et je te souhaite de t'enrichir un jour, tout ce qui est simple, ça va te manquer. J'espère que tu as raison. On verra ça. Mais tu verras. Mais en tout cas, c'est vrai que tu passes de super reportages sur M6 avec une grosse crédibilité. Bien sûr. Et c'est vrai que ces derniers temps, y a beaucoup de choses qui tournent sur toi et je me posais la question, comment tu le prends tout ça? Qu'est-ce qui provoque un peu tout ça? Est-ce que tu t'es associé à des gens sur des podcasts ou sur des trucs comme Oussama Ammar dont je t'ai parlé tout à l'heure, Ouais. sur des trucs, ou est-ce que c'est des propos qui provoquent autant de je sais pas, les gens ça les irrite quand tu dis des trucs comme je t'avais dit les maisons au Maroc, je t'avais dit ces petites anecdotes qui sortent de toi sur internet en vidéo très courte. Mais c'est vrai que derrière on t'associe à Oussama Ammar, on t'associe à des trucs, et en général, on t'associe à des choses pas très gentilles, quoi. Donc, qu'est-ce qui provoque ça, selon toi? Moi, je suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Les maisons au Maroc, c'est simple. Moi, j'ai commencé à investir en 2006 au Maroc. Les gens, ils parlent de Marrakech. Là, ça fait 1 an, ils sont à Marrakech, ils font les guignols. Ils ont l'impression qu'ils ont inventé Marrakech. Marrakech, c'est déjà depuis l'époque d'Yves Saint-Laurent. Ensuite, ça a été bien mis en avant par Jamel Debbouze avec le festival de Marrakech, Festival du Rire, etc., qui a donné un coup de pouce à Marrakech. J'ai commencé à investir en 2006. Donc, je fais l'acquisition de 51 hectares. 51 hectares, petit à petit, par tranche, bien entendu, tu construis 800 maisons. Sauf que j'ai démarré lentement parce qu'il faut être sur place et que je suis occupé par mes affaires à l'international et que je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. D'accord ? J'ai prévu de m'installer au Maroc dans 1 ou 2 ans pour m'en occuper, parce que quelle que soit l'affaire que tu fais dans la vie, il faut être derrière. Il faut être derrière les gens. Si tu n'es pas derrière, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Mais ça, les gens, ça les frustre. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai commencé à investir à Marrakech. L'hectare, il valait 60 000 euros. Aujourd'hui, il a 800 000, 900 000. Mais les arrivistes ne comprennent pas. Ils disent, le mec, c'est pas possible. Nous, on n'y arrive pas. Mais si ces gens-là n'y arrivent pas, c'est leur problème. C'est pas le mien. Donc, pour le Maroc, tu as eu la vision, quoi, finalement. Tu as investi au bon moment, au bon truc. Il y a bien longtemps. Je te montre sur mon téléphone, j'ai des photos de moi où j'étais en Indonésie en train d'investir. J'avais 20 ans. Enfin, 21 ans, peut-être. Donc là, les gens te parlent à Bali. On était à Bali à l'époque où la maison, elle valait 40 000 euros. Ça date pas d'aujourd'hui. Je suis pas dans le business depuis 2 ans. Tu comprends? Donc, si tu veux, il y a ça. Après, Oussama Ammar et tout, moi, je te dis, je l'ai vu 2 fois. C'est quelqu'un que j'apprécie techniquement dans son domaine, les startups, etc. Il connaît très bien. C'est quelqu'un qui est très bon dans son domaine. Après, ce qu'il dit à côté, les yakuza, les nanas, je sais pas. Premièrement, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'écoute de Oussama, c'est sa technique dans les startups. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je sais pas. Pourquoi ça serait faux? Je sais pas non plus. Qu'est-ce qu'il a dit de surprenant? Déjeuner ou dîner avec les yakuza, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? C'est possible. C'est peut-être trop loin de nous et qu'on se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que c'est surtout trop loin des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'à un moment donné, faut dire, faut parler de ta vie, mais pas trop en dire. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, ce midi, j'ai déjeuné à Milan, le matin, j'ai pris mon petit-déj à Paris, et le soir, je vais dîner à Marrakech, les gens ne peuvent pas comprendre. Tu sais, la plupart des gens, ils mettent déjà 1 an à organiser leurs vacances. Comment tu veux qu'ils comprennent des types qui sont tous les jours dans un pays différent? Ils ont du mal à comprendre. C'est le commun des mortels ne comprend pas ces vies-là. Pourtant, crois-moi, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Qu'est-ce qui te motive, toi, alors aujourd'hui, avec t'as fait de l'argent, t'as des réussites, aujourd'hui, t'as un club d'investissement. À quoi il sert ce club? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif? Parce qu'en vrai, tu pourrais arrêter. Puisque tu m'as dit tout à l'heure qu'en général, les gens qui gagnent de l'argent, ils se tournent plus vers la spiritualité, vers autre chose, vers comprendre le monde, etc. Alors, toi, tu as fait un club d'investissement. Oui, alors moi, concernant le club, c'est très simple. Concernant le club, c'est un club qui permet à des entrepreneurs ou à des futurs entrepreneurs d'apprendre le business. D'accord? On leur donne des conseils. Tu as vu, aujourd'hui, tu veux entreprendre, il va falloir que tu aies un éventail d'avocats fiscalistes, de comptables, de gens qui vont donner des conseils. Ces gens-là coûtent cher, surtout si tu es dans des techniques un peu complexes. Donc tout ça, chez nous, c'est gratuit. Il y a des lives toutes les semaines avec des conseils. Ils peuvent poser les questions qu'ils veulent et on peut faire intervenir toutes les personnes dont les membres ont besoin. D'accord ?
Dans le club, il y a des événements. Et il y a du réseautage, ils font du business entre eux, les membres. Et il y a surtout le fait que les autres membres du club peuvent investir dans ton projet. Toi, demain, tu as un projet, par exemple, et on fait beaucoup d'immobilier, nous. Mais ça peut être une société, etc. Si elle tient la route, hein. Tu as un projet, tu as besoin de 5 millions pour ton projet. Eh ben, tu vas le présenter aux autres membres du club qui peuvent investir dans ton projet. Et à partir de là, il y a une répartition des bénéfices de ton projet. Donc, c'est un club qui te permet d'apprendre le business, qui te permet de faire du réseautage, d'être entouré et qui te permet de trouver les investisseurs au sein du club qui sont eux-mêmes les membres du club. Tu vois, par exemple, là, on a un sujet sur Marbella. Donc, pareil, on a trouvé des investisseurs au sein du club. On a été chercher de la dette bancaire à côté parce que le projet est assez important. Et on a un rendement qui est exceptionnel. On a un projet au Portugal avec un rendement qui est énorme, de 900%. Justement, ça aussi, les gens, ils t'ont critiqué. Mais c'est normal, c'est trop loin pour eux. C'est comme les gens disent qu'on n'est pas dans SpaceX. On est actionnaire dans SpaceX. Je t'assure qu'on est actionnaire dans SpaceX. Et on est là, on rentre même dans OpenAI. Donc, je te dis, les gens, moi, je les laisse parler. 900%, c'est énorme, Kim, non? Parce que dans l'immobilier, tu m'as dit tout à l'heure, moi, j'avais bossé un petit peu dans l'immobilier. Quand ça tapait du 5-6, les gens ils étaient contents. Oui. En action, tu sais, dans toutes les plateformes où on peut acheter des actions, quand tu as des ETF, des trucs à 10-12, tu es hyper content. Et toi, tu viens avec 900%. Là, les gens, ils se disent, c'est quoi ça? C'est immense, c'est sûr. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple et après l'exemple de Portugal. Quand à Marrakech, aujourd'hui, on va parler du cas aujourd'hui, hein, pas d'il y a 10 ans, tu achètes un terrain à 800 000 euros, un hectare, ok, et que tu le découpes en 10 parcelles. Et que tu le découpes en 10 parcelles de 1000 m². Chaque parcelle, tu la vends, par exemple, tu la vends 250 000. Tu passes de 800 000 à 2,5 millions. Tu n'as rien fait, tu as juste découpé un terrain. Quel est ton rendement? Il faut le calculer, mais à mon avis, tu es, je sais pas, peut-être à 200 ou 300%. D'accord? Et ensuite, sur le Portugal. Le Portugal, il faut bien expliquer l'affaire. On a réuni avec les associés 42 familles qui ont hérité, 42 membres de la même famille, qui ont hérité d'un terrain de 270 hectares, sur lesquels il y a 75 hectares de constructibles. Okay, l'ensemble est acheté 2,3 millions de dollars. Okay, l'ensemble est acheté de 3. La partie des terrains constructibles va être revendue à des maisons de retraite pour à peu près 23 millions. On passe de 2,3 millions à 23 millions en l'espace de un an et demi. On est à 900% de rendement. Mais avant, j'ai pas dit que ça fait 2 ans qu'on est en train de négocier avec les membres de la famille pour trouver des accords. Et que c'est des affaires off-market qui sont difficiles à trouver. Tu vois? Alors attends, tout à l'heure je te parlais, regarde, le rendement, il est de 212% sur le Maroc. Je vois. Tu vois? En fait, c'est de l'immobilier smart, si tu veux. C'est pas... si quelqu'un cherche à s'enrichir en achetant un appartement quelque part dans le monde ou à Dubaï et avoir un rendement à 10%, c'est bête. Tu t'enrichiras jamais comme ça. Il faut faire du business avec l'argent pour t'enrichir. Il faut faire de l'immobilier différemment. Donc moi, je vais chercher des sujets à travers le monde. C'est comme là, on est sur des sujets au Brésil. Là, tu as du rendement locatif, tu montes jusqu'à 27%. Ça dépend. Moi, j'ai toujours eu une vision mondiale. Les gens qui m'amènent des affaires, j'ai à travers le monde. Donc celui qui est là, qui est encore à l'étape 1, j'ai mon CDI, je dénigre personne, attention, hein. Je cherche à acheter un appartement avec un crédit de 800 pour le louer 820 €, il va gagner 20 €. Mais on n'est pas dans le même monde des affaires. Mais là, je vais me prendre en exemple. Je suis un mec normal. Admettons que j'ai un salaire. Je veux rentrer dans ton club. Je veux gagner de l'argent. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui me guides? Est-ce que tu as des gens dans le club qui guident? Ou est-ce que c'est moi qui décide? Je rentre dans le club et je dis voilà, bah, écoute, moi l'immobilier, ça me plaît. Là, le truc au Portugal, je vais mettre, je sais pas, combien il faut mettre? Il faut mettre 1000, 5000? Non, il y a des gens... En fait, si tu veux, dans le club, il y a des gens qui investissent entre je crois que ça dépend des tickets, mais ça démarre à 20 000 ou 30 000 €. Okay. Et ça monte jusqu'à 1 million d'euros, tu vois. Mais... il faut quand même avoir 20 000 sur soi, quoi. Oui, de toute façon, je vais te dire un truc. Tu as vu, nous, quand on a créé le club, il y a eu des membres Silver qui ont payé 2 000, il y a eu des membres qui ont payé 5 000, 10 000, 25 000. 25 000 et 10 000, c'est des entrepreneurs. Avec ces gens-là, le taux de satisfaction, il est de 100%. C'est excellent parce qu'on parle le même langage. Par contre, le type qui a payé 2 000, qui a cru qu'en payant 2 000, il allait devenir millionnaire 15 jours après, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux, là, maintenant, tu vois, le club, on a changé. La première adhésion, elle commence à 5 500 €. Ok, donc là, les trucs à 1000, 2000, ça existe plus. C'est fini. Parce qu'en fait, 1000, 2000, tu as affaire à des acheteurs de formation, à des acheteurs de rêve. Tu as affaire, je dis ça en toute sincérité, tu as affaire au type
qui est salarié, qui se dit tiens, je vais acheter une formation à 2000 ou je vais acheter une adhésion à un club à 2000, je vais être millionnaire après-demain. Ça n'existe pas. Quand tu rentres dans un club, tu rentres dans un apprentissage, on te donne de la technique business. Donc déjà, il faut que tu sois dans le business, sinon ça ne te sert à rien. Si je vais te parler de holding, si je vais te parler de réinvestissement, si je vais te parler de management, enfin de trucs très techniques, d'accord, d'exit tax, etc., faut que ça soit des sujets dont tu aies besoin. Tu n'as pas besoin de ça parce que dans ton quotidien, tu t'en sers pas, tu n'as aucune utilité de rentrer dans le club. Et après, derrière, il y a de l'investissement. Et il y a également du business que font les clubs entre eux, les membres entre eux. Par exemple, on a quelqu'un qui est à Metz qui vend des cuisines. Il a vendu pour 420 000 € de cuisine à d'autres membres du club. Ils font du business puisqu'il y a des événements de rencontres en permanence. Et ils peuvent investir à nos côtés dans des sujets très intéressants. Alors, il y a tout comme sujet. L'immobilier, c'est où il y a le plus d'argent. L'immobilier, surtout quand tu fais du off-market, des choses comme ça, achat, promotion, revente, il y a beaucoup d'argent. Après, il y a de l'immobilier, il y a de la start-up. Mais la start-up, j'y vais pas trop. Sauf si c'est des membres du club qui proposent un projet qui tient la route. Parce que les start-up, 99%, ça va se casser la gueule. Surtout, c'est des start-up françaises. Oublie. Après, il y a les grosses boîtes. On rentre dans des grosses boîtes. Là, on est rentré dans SpaceX et on est rentré dans OpenAI. Moi, ici, je suis pas un fou. Je suis un homme d'affaires sensé. J'ai un cerveau. Je vais pas venir dans ton podcast ou passer à la télé et mentir. Tout ce que je dis sera retenu contre moi. Je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de sensé, c'est un verre d'eau, il y a pas de, tu vois ce que je veux dire? Oui, nous sommes rentrés dans SpaceX. Et oui, nous entrons dans OpenAI. Nous devions entrer dans Mistral AI. Celui qui collectait les fonds, avec qui j'ai lancé une procédure également, je ne sais plus leur nom, suite au bad buzz à la con là, fait par des bourricots, il s'est désisté, donc on a pris quelqu'un d'autre. Donc on rentre dans OpenAI, mais c'est encore mieux, parce que je préfère Open que Mistral. Quand tu dis on rentre, ça veut dire que tu proposes les actions de cette entreprise à tes membres? Exactement. Comment ça se passe? Okay. Ouais, ils prennent des actions de l'entreprise. Là, j'ai une quarantaine, je crois, de membres qui ont pris les actions de SpaceX. Et c'est bien, parce que c'était avant IPO. SpaceX va avoir la valeur qui va doubler. Donc celui qui a mis 200 000, il va récupérer 400 000. Alors c'est pas un truc de fou, ils font qu'un x2. Pour moi, dans le business, un x2, c'est pas fou. Dans la promotion IMO, je fais du x10 des fois. Tu vois ? Mais c'est bien. Pour tes détracteurs, type Anthony Bourbon, ça, je le dis parce que c'est public, la journaliste des Échos, ce genre de gens, ils ont sorti des personnages floutés, voire modifiés, qui disaient que avec 1000 ou 5000, je ne sais plus ce que c'était le montant, l'accompagnement n'était pas là. Oui. Et que finalement, en fait, cet argent, qu'est-ce qui est, de base, pour 1000, 2000, qu'est-ce qui était proposé dans ton club? Pourquoi tu as fermé? Alors, il y a pire que ça. Insatisfait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pire que ça ici. Ce personnage qui a sorti 7 à 8 n'existe même pas. D'accord? On a recherché, ce personnage n'existe pas. Donc je ne sais pas d'où ils ont sorti ces gens-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'absurdité de certains journalistes arrive à un point où ils travaillent limite avec des youtubeurs qui, eux, Enfin, pour moi, ces youtubeurs, ils sont trop limités. Enfin, c'est l'abrutisme ambiant de la population, malheureusement. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas d'intellect. C'est des gens bêtes. Donc, les journalistes se sont mis à leur niveau. Aujourd'hui, il y a un problème. D'ailleurs, ceux qui nous ont dénigrés, donc Anthony Bourbon, lui-même a des problèmes avec les journalistes actuellement, même des Échos, puisqu'ils ont été divulgués, soi-disant, sa transformation transfrontalière de holding entre la France et la Grèce. Mais ça, il a le droit de le faire, le journaliste. Il dit, il a dévoilé mon nom. Ben non, mais c'est sur Papers. Tout est sur les documents en ligne. Il faut arrêter de dire, on a dévoilé mon nom. Tout est en ligne. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'il y a tout qui est en ligne. Le journaliste n'a rien dévoilé. Il l'a dévoilé aux abrutis de TikTok qui ne savent pas que Papers ou que d'autres solutions comme ça existent. Mais quelqu'un qui est dans les affaires, il voit tout. Tu vois tout sur tout le monde. Tout le monde de minimaliste. Il y a des schémas et des organigrammes qui font que tu verras rien sur personne. Ou alors tu verras ce que cette personne veut que tu vois. Mais ça, c'est beaucoup trop complexe. Tu ne peux pas parler de ces choses-là au commun des mortels, encore une fois. Les gens qui nous regardent, 99%, même plus, ne vont pas savoir c'est quoi une transformation transfrontalière d'une holding. Ce n'est pas leur domaine. Ou une absorption d'une holding, ou une transmission universelle de patrimoine. Il y a une règle en France, enfin une règle européenne,
Quand tu as une holding française qui a du cash dedans, qui ne détient pas de patrimoine, sinon il faut payer de l'impôt, mais qui a du cash net d'impôt, tu as le droit de la faire absorber par une holding à l'étranger. Tu fais une fusion. D'accord ? Donc c'est un journaliste qui a dévoilé ça, qui a bien fait son travail. Moi maintenant, la journaliste qui a parlé sur moi, je lui ai envoyé toutes les vérités, elle ne les a pas mis en avant parce que c'est la copine de Bourbon, on a les preuves. Bourbon, c'est qui ? Je le dis, puisque moi, je ne parle pas d'une personne avant qu'il y ait une condamnation judiciaire. Si je parle de toi, c'est parce que le tribunal t'a condamné. C'est pas parce que la médiocrité des réseaux sociaux t'ont condamné. Je m'en fous, moi, des campagnes de dénigrement des gens. Ce qui m'intéresse, c'est la justice dans la vie. Bourbon, c'est quelqu'un qui a été condamné avec FID pour contrefaçon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Contrefaçon, ça veut dire qu'il a recopié la marque FID aux États-Unis et il a recopié le produit. Donc FID était une marque américaine ? C'était une marque américaine. Il l'a copié pour... Voilà. Okay. Donc c'est un entrepreneur qui n'est même pas capable, en recopiant un produit, de trouver une autre marque. Tu vois, ça s'appelait FID là-bas, il a fait FID ici ? Voilà, là-bas, ça s'appelait The Feed. Ok. Ok. Donc, pour moi, c'est le summum de l'imposture. Et c'est une condamnation judiciaire. Ok. Lui, ensuite, son seul travail, c'est quoi ? C'est de se mettre sur les réseaux, qui va être mon associé, pour se faire passer pour quelqu'un qui a réussi, okay, pour faire rêver les petits jeunes qui rentrent dans son club et qui, je te le signe, ne gagneront jamais d'argent en investissant dans les startups. Le seul qui gagne de l'argent, c'est le club. Okay. Ensuite, il nous a vu arriver avec de la technique. Moi, je suis un vrai homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires terrain. Je ne suis pas là pour raconter des salades. Mon parcours, ça fait 20 ans que tout le monde le connaît. Enfin, ceux qui me connaissent depuis 20 ans. On a fait un tel carton avec le Business Club. On était sur la première année 10-11 millions de chiffre d'affaires. Qui s'est arrangé avec des youtubeurs, et j'ai toutes les preuves, de toute façon, tout ça, c'est en justice, pour dénigrer mon image et mon Business Club parce qu'il a eu peur qu'on lui prenne les vrais clients. Les rêveurs, il les aurait gardés, mais les vrais entrepreneurs sont tous venus chez nous, tout simplement. Donc, si tu veux, il y a des enquêtes judiciaires en cours. Ensuite, comment ça se passe ? Il faut que tu comprennes les gens, la nouvelle génération. Ils recherchent beaucoup moins que l'ancienne. Je vais donner un exemple. Je parlais avec un ami. Il me dit ouais, t'as vu, Anthony Bourbon est plus riche que Marc Simoncini. Tu connais Marc Simoncini Le mec de Mythique. C'est le mec qui a inventé Mythique, quand même. Je dis pourquoi ? Et il était aussi dans la même mission. Je dis pourquoi ? Il me dit parce qu'Anthony Bourbon, on l'a vu descendre d'un jet privé et Marc Simoncini, on l'a vu en vélo à Paris. Est-ce que tu vois à quoi les gens se limitent ? Mais un jet privé à vide aujourd'hui, le vol-retour, c'est 3000 balles. Et tous les entrepreneurs ont les moyens de prendre un jet même à 40 000 ou 50 000. En fait, je trouve qu'on est arrivé dans une génération, franchement, où on juge que par ce qu'on voit, et c'est la génération de l'absurde. Tu vas pas me comparer un Bourbon avec un Marc Simoncini qui a vendu une boîte de 115 millions et qui était un monstre des affaires. Même s'il s'est planté avec Sensei au niveau des lunettes et avec les vélos, c'est normal. Un entrepreneur qui entreprend, des fois il se plante, des fois ça marche. Mais ça n'a rien à voir. Donc les gens, ils voient que le match vu. Mais il faut faire attention à ça. Il y a des gens très simples, mais très riches. Moi, une fois, je vais te raconter une anecdote. J'étais en Algérie, et donc on est sur Air Algérie, tu vois. Et donc, je suis à côté d'un type. L'avion prend du retard. Et ensuite, il y a une panne. Donc, un monsieur très simple, billet. Il y a une panne, etc. Et ils disent, bon, le vol va être annulé. OK. 2 heures après, en plus, on a mis du temps à descendre de l'avion. T'as un Falcon tout neuf qui atterrit. Le monsieur descend, il monte dans son Falcon. C'est pas parce que le mec, il était en classe éco dans Air Algérie qu'il n'a pas les moyens d'avoir un Falcon. C'est juste que ce jour-là, il n'avait pas envie de dépenser 40 000 pour entrer en Falcon. C'est tout. Il y a plein de gens comme ça. Pour ça, je t'ai dit, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont les moyens de faire les deux. Dans ce club business dont tu parlais, les gens qui avaient je reviens un peu sur ma question, ceux qui avaient 1000, 2000 euros et qui posaient ça dans ton club, pourquoi ça a été enlevé ? Est-ce qu'ils n'étaient pas satisfaits parce que le petit budget ne permettait pas d'en gagner derrière ? Non, pour l'enlever, Qu'est-ce qui s'est passé ? simple. Alors nous, il n'y a pas eu de problème d'insatisfaction. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que c'est une affaire complexe. On s'est rendu compte dans le club qu'il y a eu des infiltrés. En fait, tu as eu des personnes, 5 membres, qui venaient de chez la concurrence. On a des audios, je pourrais te les faire écouter hors podcast, mais des audios où on voit que ces gens-là travaillaient pour la concurrence. Allô, oui, Anthony a dit de faire ça, ça et ça. C'est quand même des audios graves. Donc ces gens-là ont été infiltrés pour déstabiliser le club.
pour dire aux autres membres, c'est un club nanani, merdique, etc., pour déstabiliser le club. Et donc, on a dû retracer ces gens-là, leur relevé bancaire, d'où sont venus les virements, avec quoi ils ont payé. Enfin, c'est un travail titanesque que nos avocats ont fait. Tu vois, et donc, tout ça sera traduit en justice. Ces membres du club infiltrés qui ont dénigré le club, tous ces haters qui travaillent au profit de la concurrence, tous ces gens-là payeront en justice. T'as ma parole que ces gens-là payeront en justice. On va être patient, on va attendre. Parce que je ne les lâcherai pas. Ensuite, on n'a pas eu, nous, d'insatisfaction. C'est des gens qui sont rentrés. Et après, tu as malheureusement le bad buzz qui s'est fait. D'accord ? Et ensuite, tu as des gens qui ont suivi, qu'on a sortis. Mais la grande majorité du club sont très contents. Là, il y a un taux de renouvellement en cours. Tout le monde est content. Après, pourquoi on a voulu augmenter les prix ? Parce que je veux que ça soit élitiste. Je veux que si tu rejoignes le club, tu sois un entrepreneur ou alors un futur entrepreneur et qu'on ait quelque chose à t'apporter, à t'apprendre, que tu aies de l'argent pour investir à nos côtés, etc. Tu vois ? Et concernant l'agrément AMF, parce qu'il y en a qui ont parlé de ça, l'agrément AMF, j'allais t'en parler. Ouais. C'est pas obligatoire. L'agrément AMF, c'est obligatoire à partir du moment où tu as plus de 149 investisseurs par deal et à partir du moment où tu fais un appel public à l'épargne aux gens, chose qu'on n'a jamais faite. Donc, là, on a fait une demande pour l'avoir, mais il ne nous servira à rien. On a le droit de faire sans. Mais justement, dans ma question, c'était ça. C'était que on est dans une période où beaucoup de gens proposent aux gens normaux, aux salariés, d'investir à partir d'1 euro, 100 euros, 1000 euros, que ce soit d'acheter une part d'appartement. J'ai déjà vu ce genre de concept. J'ai déjà vu des gens qui investissent à partir de 1000 euros. Tu peux même, via une application, moi j'ai testé, où tu peux mettre 100 euros, 1000 euros sur des actions connues, des grandes marques, Nike, Adidas, etc. Tu peux acheter des actions. Et toi, tu proposes un truc qui va un peu à contre-courant. Alors que déjà, il faut avoir 25 000 pour rentrer chez toi. Et en plus, si tu as 25 000 pour rentrer dans un club, je me dis que derrière, t'as quand même, c'est vraiment très élitiste, quoi. Donc, c'est volontaire. Qui offre 900% aujourd'hui dans une affaire ? Personne. Donc, pour bénéficier de ça, il faut déjà mettre les 25 000. Exactement. Et venir avec... Pas 25 000, ils peuvent investir à partir de 5 000. Non, mais il faut rentrer dans le club déjà. Il faut rentrer dans le club. Mais parce que je veux un club d'entrepreneurs. Franchement, tu as beaucoup de clubs de rêveurs. Alors, quand tu achètes tu vois, des actions, etc., le seul qui gagne de l'argent, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui a créé le truc. Moi, je suis quelqu'un, je t'assure, de très authentique. Je dis encore une fois, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, le mensonge se répète et la vérité reste cachée. Moi, je suis un mec, j'ai les valeurs à l'ancienne. C'est pour ça, collectif AVI, je le dis chez toi, tous ces abrutis, s'il vous plaît, allez en procès, c'est tout ce que j'attends. Je vous attends tous. Je leur dis, c'est tous des merdes. Tu comprends ? Tu sais pourquoi je dis ça ? Je vais t'expliquer. Il y a un truc qui ment pas dans la vie, c'est les contrats et les relevés bancaires. Moi, ce club, Yacine, j'ai rien gagné. Dans le club que tu fais, tu dis que tu n'as rien gagné. J'ai rien gagné sur les droits d'entrée. 0. Ils servent à quoi alors ? En fait, on est rentré dans un système, tu as vu, de réseaux sociaux. Moi, comme je t'ai dit, j'étais invité par Wissem. D'accord ? Je le dis là en toute transparence, parce que tu es quelqu'un de transparent, je vais être transparent. Wissem, avec les équipes marketing, ont pris 20% du chiffre d'affaires. Jean, qui est celui qui organisait le challenge, a pris 50%. J'ai les contrats. Les commerciaux ont pris 15%. Tout l'écosystème a été fait pour prendre au club 95%. Et le reste, c'était pour payer la récurrence. C'est pour ça, tu as vu, j'ai rien à me reprocher, moi. Bonjour, monsieur le juge, bonjour. Relevé bancaire, contrat. Vous avez déjà vu un escroc qui prend 0, vous ? Est-ce que tu as déjà vu un escroc dans ta vie qui prend 0 ? Non, justement, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que les gens disent, ça aussi, je voulais te le dire, que tu dis toujours qu'il y a des documents, il y a des preuves, et finalement, ces preuves, on ne les voit pas. Est-ce que tu n'as pas le droit de les montrer, ou est-ce que tu les montres uniquement à la justice ? Je les montre uniquement à la justice. Ok. Quand les gens disent Hakim, il n'a pas vendu son groupe tant de millions. J'allais t'en parler. C'est monsieur le juge, voilà combien j'ai vendu. Avec une expertise, avec tout, avec les acheteurs. C'est à la justice que je dois rendre des comptes. Je ne dois pas rendre des comptes à des tocards. Sinon, à quel niveau je me mets ? Déjà, j'ai fait une bêtise une fois d'avoir répondu à un haters. Est-ce que tu imagines ? Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier, Yacine. Mais comment veux-tu que je me mette à un niveau intellectuel de personnes qui sont à l'étape, ils plient des cartons 1.
dans des usines et ils font des vidéos pour combler leur fin de mois. Je dénigre personne, mais on n'est pas dans le même niveau. Ils ne peuvent pas comprendre. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre. La seule chose qu'ils comprendront, ces gens-là, c'est quand il y aura des saisies conservatoires sur leur compte, quand ils devront payer de leur salaire toute leur vie et qu'ils seront interdits de YouTube. Sauf ça, c'est un peu long, c'est la justice. Je pourrais te montrer. Moi, je te montre tous les docs. Tu peux même les mettre dans ton podcast. Je peux te montrer tous les contrats, je peux te montrer tout. En fait, je me suis retrouvé dans un écosystème où tu as des gens tellement bêtes qu'ils ont cru que moi, Kim Benotman, j'avais besoin d'un business club pour gagner de l'argent. Le seul qui gagne de l'argent avec son business club, c'est Anthony Bourbon. Parce qu'avant ça, il n'a jamais gagné d'argent. Donc, lui, ses adhésions et les frais qu'il a mis, ça lui a permis de gagner de l'argent. Moi, j'ai jamais gagné d'argent avec mon business club. C'est pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin d'argent. J'en ai pas besoin, moi. Ça fait 22 ans que je suis dans les affaires, j'ai pas besoin. Ça a changé quoi à ma vie ? 4 ou 5 ou 6 millions en plus. Et après, qui font ces choses contre moi ? T'as un autre type qui s'appelle Benjamin Charles. Lui, je le connais pas. À qui j'ai porté plainte. Qui, de vrai nom, s'appelle Benjamin Lemaire. Pédophile, condamné plusieurs fois, il a fait 2 ans de prison, qui se fait passer pour un journaliste. Même pas un journaliste, hein. Le mec, c'est un youtubeur, c'est un mec du marketing. On est dans un monde où les pédophiles condamnés se permettent de parler, ou un concurrent condamné pour contrefaçon se permet de parler, et que les haters, bêtement, qui sont, je le dis un peu vulgairement, mais qui sont un peu les petites salles de celui qui est concurrent, en réalité, hein, se permettent de parler. Mais tous ces gens-là iront parler devant des juges. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et ce qui m'a même un peu déçu, c'est Wissem, avec qui je faisais des podcasts. J'ai apporté beaucoup de valeur dans ces podcasts. Et à la fin, il fait une vidéo sur moi où il met un peu tête de mort, je ne sais pas ce qu'il a fait là sur une vidéo. Ben, on va dire la vérité aussi, puisqu'il fait partie de ceux qui ont pris l'argent. Je suis à l'opposé de ce que les gens disent. Quand ce business club a démarré, écoute-moi bien comment ça s'est passé. On a eu seulement 3 demandes de remboursement. Ça peut arriver. Tu as une période de rétractation. C'est comme si moi, on fait un business club et toi, tu prends 90%. Quelqu'un veut un remboursement de 10 000 €. Ben, je te dis, il faut rendre les 9 000. Nous, on rend 1 000. Toi, tu rends les 9 000 puisque tu les as pris. Et là, plus de son, plus d'image. Il dit, ah non, moi, j'ai pris l'argent, je rends rien. Mais les mails, je les ai. Les courriers d'avocat, je les ai. Les relevés bancaires, je les ai. Les contrats avec tous ces gens-là, je les ai. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pressé que tous ces abrutis aillent au tribunal parce que je lâcherai personne d'entre eux. J'ai assigné tout le monde. Les haters, les Wissem, tout le monde. Et moi, quand j'assigne, c'est pas... Non, c'est assignation à l'international. Par dossier, on peut monter jusqu'à 40 000 €. C'est saisie conservatoire. On te prend tes biens et tu iras t'expliquer devant la justice après. On bloque d'abord tes biens, tout ce que tu as. Et après, si on a subi un préjudice, tu rembourses. Parce qu'il faut rembourser, ils ont pris l'argent. Et les membres, tu as des membres qui sont des suiveurs, qui ne comprennent rien, qui ont demandé les remboursements. Mais 3-4 au début, après, il y a eu, ils sont gangrénés entre eux. On sait qui est derrière tout ça. C'est le reportage que j'ai vu. C'est le reportage que j'ai vu des Échos. Effectivement, en fait, c'est un mec qui est youtubeur, mais il est en même temps expert comptable. Ouais. Donc forcément, quand lui fait une analyse de tes transactions et tout, et qu'il trouve des incohérences, journaliste met tout ça ensemble. Je sais plus le truc, mais c'est un mec qui est expert comptable et il a une chaîne YouTube. Il fait les deux et il est dans ce reportage qui a quasiment, je crois, 500 000 vues. Donc c'est vrai que ça te porte préjudice parce que c'est des gens qui sont considérés comme experts. Le mec est expert comptable, ça, il n'y a pas de doute. Et il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens sur YouTube qui sont très sensibles au scam, escroquerie, et dans l'investissement en ligne, dans les formations dont je t'ai parlé. Moi, j'en ai fait aucun. Pas de formation, pas d'investissement, rien. Donc c'est pour ça que j'incite personne à le faire. Si vous le faites, réfléchissez avant de le faire. Pesez bien le pour et le contre. Mais c'est vrai que les gens sont sensibles et immédiatement, quand il y a ton nom, il y a une embrouille avec Anthony Bourbon. Derrière, tu as plein de gars qui vendent des formations à tout va. Hein. Mais il y a des mecs connus, forcément, qui vendent aussi des formations avec ce qui s'est passé avec les influenceurs, avec ce qui s'est passé avec tous les gens qui sont à Dubaï et qui vendent maintenant du trading, du copy trading, de ce genre de trucs. Ils vous mettent tous dans le même sac. C'est pour ça que c'est difficile. Je suis pas à Dubaï. Je suis là. Je me cache pas. Ça, c'est vrai. D'accord. T'entends tout et n'importe quoi. T'as pas vu au début du Bad Buzz, Hakim n'a pas le droit de venir en France. Je suis en France. Hakim n'a pas le droit d'aller au Maroc. Je suis au Maroc il y a 3 jours. Mais les gens sont complètement tarés. Les gens sont tarés. Alors maintenant, tu me parles d'un expert comptable youtubeur. Bon, déjà, pour trouver un bon expert comptable en France,
ou même au Luxembourg, c'est très dur. C'est comme les avocats, hein, d'accord? C'est très, très dur. Deuxièmement, un expert comptable, je lui apprends son métier. Je lui apprends les organigrammes internationaux, je lui apprends tout. Un expert comptable, c'est quoi? S'il te plaît, c'est quoi un expert comptable? Je crois sur le papier, c'est Bac+8, non? Ouais, Bac+8. Mais bon, il serait riche, il ne serait pas expert comptable. Tu sais, j'étais il y a quelques jours pour un dossier à moi à la gendarmerie. OK? Donc, il y avait des policiers. Quand ils ont vu mes organigrammes, qui sont tout à fait honnêtes, ils m'ont dit, mais comment vous savez faire tout ça? On a vu des entrepreneurs qui avaient plus de 2 milliards de fortune qui n'ont pas des organigrammes aussi complexes. Je leur ai expliqué, parce que moi je suis transparent, j'ai rien à me reprocher, les impôts sont payés. Comment veux-tu qu'un expert comptable comprenne? Un expert comptable a essayé de remonter les informations comme il a pu. Mais comment veux-tu remonter une information si les holdings sont étrangères? S'il y a des filiales, si tu n'es pas président des entreprises, ils ont remonté une 50aine de points de vente, les seuls où j'ai été président. Mais tu avais plein de points de vente où j'étais pas président. C'était même pas franchisé. Plein de trucs, je suis pas obligé de présider toutes mes entreprises. Olivier Bertrand, qui a 1500 restos, tu connais le groupe Bertrand, il est président d'aucune société. Essaye de le remonter, tu remonteras rien. Donc ces gens-là, si tu veux, c'est pas des fiscalistes. Si toi, demain, tu as 30 sociétés que tu ne présides pas, qui sont détenues par une holding aux Pays-Bas, je donne un exemple, que tu ne présides pas, d'accord? Et ta holding aux Pays-Bas a les actions détenues par une société au Nouveau-Mexique que tu ne présides pas, comment je vais te remonter? Un entrepreneur qui a tout de visible, c'est un abruti, c'est pas un entrepreneur. Ça veut dire qu'il est vulnérable à 1000%. Quand tu rentres dans le vrai monde des affaires, c'est pas comme ça. Il y a la réalité des affaires. Bernard Arnault, il n'est pas président. Pourquoi ils n'en parlent pas? Essaye de remonter ces organigrammes. C'est trop complexe pour eux. Tape un jour sur Google organigramme Drahi. Il y a un journaliste qui a essayé de remonter. Ça part de France, ça va au Luxembourg, ça va au Panama, ça revient en Espagne, d'Espagne, ça va aux Pays-Bas. C'est trop complexe. C'est comme ça que toi tu fais? J'ai pas dit que c'était comme ça que moi je faisais. Ça me concerne moi. Mais Yacine, c'est trop complexe pour un expert comptable basique français. Il peut pas comprendre. Déjà, on parle de fiscalité internationale. Donc déjà, il faut des experts comptables internationaux. Ils peuvent pas comprendre. En tout cas, voilà, c'est pas ton tribunal non plus, mais c'est vrai que non, mais je dis la vérité. C'est des questions qu'il faut absolument que je te pose. Tu avais des interdictions de gérer en France. Ça, c'est vrai. À quoi c'est dû? Et est-ce que tu as prévu avec tes avocats, avec la justice, est-ce que tu as prévu de faire lever ça? Oui. Pour un jour pouvoir Alors, je vais te dire faire quelque chose en France? Je vais te dire la vérité. Mon interdiction de gérer vient d'un mandataire qui s'appelle MJA. J'ai rien à cacher, qui est pas loin d'ici, qui est à Paris 10e. Avant même que ça aille au tribunal, il voulait qu'on trouve un accord. J'ai encore l'accord, je le dis, il s'appelle Maître Chouine, Alex Chouine, le mandataire. Il va sûrement regarder ce podcast. Et je devais payer 80 000 € pour pas qu'il aille au tribunal. Donc, j'aurais pas eu d'interdiction de gérer. Et j'ai refusé. J'ai dit, maître, je vous dois pas cet argent. Il y a des conventions de trésorerie entre les entreprises, donc je ne paye pas. Moi, quand je dois pas, je paye pas. Je suis comme ça, je suis catégorique. Il s'est fâché. J'ai tardé à envoyer des documents. Tu sais, c'est des conventions de trésorerie. Tu vois, quand tu as des boîtes qui te prêtent de l'argent l'une à l'autre, tu as le droit en France. Mais il faut faire des conventions de trésorerie rémunérées entre les entreprises. J'ai tardé à les envoyer parce que j'étais en Indonésie, j'étais à Bali pendant 1 an à ce moment-là. Alors moi, c'est vrai, j'ai un défaut. Autant je suis très fort dans les affaires, autant je m'en foutiste. Comme je t'ai dit, je fais passer le temps avant le business. Donc, je peux partir 8 mois. Moi, chez moi, le temps, il est précieux. Et passer ma vie devant les ordis en train d'envoyer des trucs aux administrations, ça me rend ouf. Donc, je suis obligé de faire confiance à des collaborateurs qui parfois font pas le taf, tu vois. Et donc, il a été au tribunal, il a gagné, la sentence était lourde. Et j'ai fait confiance encore une fois à une autre avocate, une avocate qui s'appelait Aïcha Ouzar. La vérité, transparent. Elle me dit, Monsieur Benotman, ça sert à rien de venir au tribunal, j'ai le même dossier que vous avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Français. C'était son nom. Je dis, moi, je m'appelle Hakim Benotman, vaut mieux que je sois là quand même.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, on va pas se mentir. C'est vrai. Moi, ici, Tu l'as pris comme ça. J'ai pris comme ça. Je suis un mec, quand j'ai ouvert ma première affaire à Tours, la police venait, je t'assure, c'est vrai, c'était 5 places Jean Jaurès, et elle me disait où est cachée la drogue. Tu vois comment Non, mais je t'assure, je vais te donner plein d'anecdotes, tu vas comprendre. Et donc, à l'issue, au verdict, j'ai eu 10 ans d'interdiction de gérer. Le Stéphane Français a eu 0. J'ai dit à Maître Ouzard, Vous avez vu? Vous avez vu? J'aurais pu me déplacer, hein, c'était 6 heures d'avion. Et donc, après, tu vois, c'est assez lent. Et là, j'ai reprotocolé avec le mandataire. J'ai payé 70 000 € et c'est en cours de relèvement pour m'enlever de mon interdiction de gérer. Je peux tout te montrer. Mais tu sais pourquoi je l'ai fait? Sûr, ça m'embête. Par principe. Même par principe. Parce que j'ai vu trop de misérables parler de ça. Je t'assure que moi, à titre perso, ça me gêne pas parce que je compte plus faire d'affaires en France. Ouais, je suis plus en France depuis 2013. Et même si je fais des affaires en France, je vais dire un truc, je compte plus présider une affaire en France. Je suis actionnaire, j'ai le droit d'être actionnaire en affaires. Quel est l'avantage? D'ailleurs, ça je l'envers, c'est la première erreur qu'un entrepreneur fait. Quel est l'avantage de présider une affaire en France, une société en France? Quel avantage tu as? Posez-vous un jour la question pour ceux qui nous voient. Regardez pourquoi les grands patrons ne président jamais leur affaire en France. Aucune idée. Tu as vu l'affaire Lafarge? Non. Tu regarderas l'affaire Lafarge. Ils ont pris 5 ans de prison, les dirigeants de l'entreprise. Tu es pénalement en risque. Aucune utilité. Un jour, j'en reviendrai sur un podcast, c'est très complexe, mais il n'y a qu'un type dans les réseaux qui parle bien et qui a dit la vérité là-dessus. Je te montrerai qui c'est. Il a dit la vérité. Qu'un type, d'ailleurs, c'est une IA qui parle, qui dit la vérité. Donc, si tu veux, mais tellement tu as des mauvaises langues qui parlent que voilà, j'ai payé, je sors de l'interdiction et j'espère pas refaire la bêtise de recréer une boîte en France parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Après, si tu veux, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec la double peine. Je m'appelle Hakim Benotman. Je grandis avec la double peine. C'est une fois, je passe en justice. Je t'assure, je suis au tribunal. Et avant moi, il y avait 3 types de ma communauté qui étaient assis. Et ils passaient. Je te jure. Et un, il me dit, ouais, moi, dans la boîte, j'ai pris 40 000 €. L'autre, il me dit 60 000. Et l'autre, il me dit, j'ai pris 100 000. Tu vois, ils ont décaissé de leur entreprise. C'était en train de me parler. Donc, ils passent devant le juge. Et donc, tu vois, ils ont eu donc des sanctions. Et quand j'arrive, je suis le 4e, je dis au juge, écoutez, monsieur le juge, je vous en voudrais pas de généraliser, même si je n'ai rien pris de l'entreprise. Voici les relevés bancaires, il n'y a eu aucun décaissement et j'ai rien pris à mon profit personnel. Mais il y a un moment donné, les juges, ils généralisent. Tu peux pas leur en vouloir. Si tu t'appelles Mohamed, je dis pas que la France est raciste, mais si tu t'appelles Mohamed, et le juge, tu vois, il enquille les dossiers un après l'autre. Et avant toi, il y a 3 Mohamed qui ont fait des meurtres. Tu seras le 4e, même si tu n'as rien fait. Mais je t'assure que c'est vrai. Pour finir ce podcast, Hakim, quelques questions philosophiques. On a beaucoup parlé d'argent et tu as dit que l'argent rendait libre. Donc je rebondis là-dessus. Est-ce que ça ne remplace pas juste une autre dépendance? Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dépendants de l'argent. Quand ils n'en ont pas, en fait, tout tourne autour de ça. Est-ce que l'argent, c'est pas la reine des dépendances? Moi, Essil, je crois plus en l'argent qu'aux relations humaines. Ah. Ouais. Tu sais, une femme, elle peut te dire « je t'aime plus » du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Tu peux te disputer avec ton ami du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Mon père, il m'a toujours appris un truc. Ton meilleur ami, c'est ta poche. C'est ce qui te permet d'être libre. C'est ce qui te permet de vivre la vie que tu veux. C'est ce qui te permet de remplacer tout, mis à part la santé. Je pense que le bonheur, on le porte en soi. Le bonheur, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais il faut quand même être plus ou moins libre. Et après, l'argent t'offre une liberté de dingue. Tu vois, un mec comme moi, si demain tu me dis, tu n'as pas d'argent pour être libre. Alors, je ne parle pas de millions, mais demain, déjà, étape 1, c'est gagner 10 000 € par mois sans bosser. Étape 2, c'est gagner 50 ou 100 000 par mois sans bosser. Étape 3, riche, c'est gagner 1 million par mois sans bosser. Mais juste l'étape 1, 10 000 € par mois sans bosser, tu es libre. Moi, demain, tu me mets salarié. J'aurai jamais le courage de tous les salariés qui nous regardent. Tu me dis, il faut te lever le lundi matin à 8 h pour aller au boulot et le dimanche soir, il faut préparer ta trousse pour aller au boulot lundi matin. Pour moi, ma vie perd tout son sens. Je te dis, c'est ouf ce que je vais te dire, mais je préférais, je crois, aller braquer une banque. Non, mais c'est ouf.
En fait, c'est je suis d'accord avec toi. comme si j'ai donné ma vie Mm. à un patron. J'ai donné ma vie, en fait. J'ai pas envie, lundi matin, d'aller bosser à l'usine, quoi. Donc, qu'est-ce que je ferais? Comme je suis quelqu'un de droit et que je suis pas un escroc ou un voyou et que j'irai pas braquer une banque, ben, je vais travailler pendant 1, 2, 3 ans, H24, pour trouver la solution pour ne pas avoir à travailler. Et ça devrait être la première réflexion de tout être humain sensé. Comment tu peux être heureux? C'est un truc de fou. En allant en vacances un mois par an. Et en attendant le week-end où les avions sont 3 fois plus chers, où l'aéroport est full. Non! J'ai envie d'aller à Mykonos le lundi, de rentrer le jeudi. Et le vendredi, j'ai envie d'aller à Bali pour manger une omelette à la truffe. Et le lundi, j'ai envie d'aller à Phuket parce que c'est ça, cette putain de vie. Non, mais c'est vrai. Et celui qui n'a pas compris ça, c'est un ouf. Non, mais il y en a plein des oufs. Oui, il y en a beaucoup justement, mais je les vois assez tristes. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes, qui sont moroses, qui sont dans une... tu le vois au supermarché. Moi, quand j'y vais, je regarde un petit peu autour de moi, je lève la tête, je regarde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une tristesse, ils sont un peu aigris, ils sont même énervés de temps en temps. Et je me dis que le problème doit venir de là. Je vais te dire un truc. Ces gens-là n'ont pas de couilles. Mais ils ne les diront jamais. C'est un manque de couilles, c'est tout. Je ne vais pas te mentir. Ils sont prêts à prendre aucun risque. Ils rentrent dès le début dans leur petite vie. Je suis là, métro, boulot, dodo, je vis. Déjà, dans cette vie, qui se pose des questions déjà de qu'est-ce qu'on fait là? T'as très peu de gens qui pensent des fois à la mort, qui pensent à la vie, ils pensent à rien. Ils suivent la meute, en fait. Ils pensent à rien. C'est je vais au taf, je rentre, je bois mon verre avec les copains, je suis content, j'attends le samedi soir, dimanche, je regarde Netflix, lundi, je retends. Mais qui a autant de puissance, à part le Seigneur, pour me dicter ma vie? Ces gens-là sont rentrés dans un système qui leur plaît pas, mais à aucun moment, ils se sont posé la question. Moi, demain, tu m'enlèves tout. Mais je peux être au bout du monde, dormir par terre, mais je t'assure que je ne laisserai pas la vie dicter ma vie. Je me battrai H24 pour redevenir indépendant financièrement. C'est la plus grande richesse. Mais tu ne te rends pas compte. Moi, en tout cas, mon bonheur, il est là. Alors, je ne dis pas que l'argent, c'est dans la poche, c'est pas dans le cœur. Mais l'argent t'offre cette putain de liberté. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, tu décolles, tu vas à Marrakech, tu vas boire un bon thé. De là-bas, tu vas à Dubaï. De là-bas, tu vas faire du bateau à Marbella. C'est ça, la vie. La vie, c'est ça. C'est pas bosser tous les jours de 7 à 5, etc. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. C'est pas ça, la vie. T'inquiète pas que ceux qui t'ont dit ça, ils vivent pas cette vie-là, eux. Hein. C'est vrai aussi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a une fois, je voyais sur Insta un truc intelligent. Il disait les hommes en costume sont dirigés par des hommes en pyjama. T'as jamais vu ça? Si. Bah voilà. Si. Il parlait même de Zuckerberg dans l'exemple. À un moment donné, tu vois, non, mais c'est vrai. T'as le type qui est content, qui va à la banque avec son costume 3 pièces et tout. Il sait pas que le patron de la banque, lui, il est sur son yacht en train de bronzer. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi qui as cette réussite financière, cette réussite matérielle, on va dire, c'est de l'ordre de l'acquis. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Accumuler encore plus? Transmettre? Comprendre le monde, comme tu disais tout à l'heure, pour rechercher plus de spiritualité, plus de compréhension peut-être dans d'autres domaines. C'est quoi ton objectif? Alors moi, je vais dire un truc qui va t'étonner. J'ai jamais travaillé de ma vie entière. Je t'assure hein, que je n'ai jamais fait un seul jour de ma vie, et je remercierai jamais assez le Seigneur, quelque chose que je voulais pas faire. Il y a une différence. Si demain, tu vas bosser, tu vas à l'usine bosser ou ailleurs, c'est une obligation. Tu vois, là, il y a un Super U, tu vas bosser au Super U. C'est une obligation. Moi, je travaille pas, je fais des projets. Quand tu vois les milliardaires comme Bernard Arnault, Xavier Niel, etc., ces mecs-là, ils vont pas au travail. S'il veut, il se lève pas, le mec, il est milliardaire. Elon Musk, s'il veut, il se lève pas. Il a de quoi ne pas se lever pendant des milliards d'années. Pourquoi il se lève? Mais il bosse pas comme les gens l'entendent. Les gens entendent le travail en mode c'est une obligation pour payer mon loyer. C'est pas le cas de ces gens-là. Je me lève au projet. Aujourd'hui, mon projet, c'est que ma fusée, elle aille sur la Lune. Est-ce que tu appelles ça du travail, sérieusement? Un Bernard Arnault, quand il va au bureau, quelle est la prochaine marque qu'on achète? Ah,
On a acheté Tiffany & Co. Ah, sympa le projet, c'est sympa, tiens, c'est mon nouveau projet. Ah bah en même temps, vous me commanderez un bateau à 500 millions. Parce que j'ai envie d'aller à Saint-Tropez cet été et je veux un nouveau bateau. Non mais c'est vrai, c'est des projets. Tu vois? Et toi, tu l'as toujours pris comme ça, même à l'époque où tu faisais des kebabs et tout. J'avais vu une vidéo de toi où tu disais, les gars, trop de viande et tout dans ce kebab, il est moins rentable. Comme je t'ai dit, j'étais en vacances vraiment 6 mois par an, même à l'époque de Nabab. J'ai toujours kiffé. Je remercierai jamais assez la vie. J'ai toujours kiffé ma vie comme je l'entendais. J'ai vécu ma vie comme je l'entendais. Je partais, moi tu sais, je suis un amoureux de la Thaïlande. Donc je partais, je restais 4 mois tous les hivers là-bas. Après, j'allais en Indonésie, je restais 2 mois, je restais au Vietnam. Enfin, j'ai toujours... Alors bien sûr, quand j'ai vendu mon groupe, après c'était mieux parce qu'après j'avais de l'argent pour faire mes projets. Beaucoup plus. Mais Nabab, on va dire que ça m'a passionné entre... Bon, c'était ma boîte quand j'étais ado, tu vois, ça m'a passionné entre 20 et 27, 28 ans. Après, ça me passionnait plus, j'arrivais même plus à gérer le personnel. Tu sais, j'étais revenu, avant de tenter le rachat de Quick, j'étais revenu en Europe pour créer FBH en 2016-2017. Je voulais mettre plein de marques, tu sais. Ça n'a pas fonctionné parce que j'avais plus du tout la niaque. Tu sais, une fois que tu as vendu une boîte, c'est très dur d'avoir la niaque après pour en lancer une autre. Hein. Attention, les mecs que tu vois, ils sont blindés et ils continuent à tirer et tout. Tu te dis, mais ces mecs-là, ils aiment même pas l'argent. Eux, ils aiment ni l'argent ni la liberté. Ils aiment la puissance. C'est encore autre chose. Ils sont dans, je veux être l'homme le plus puissant du monde. Ils sont dans d'autres délires. Tu vois, quelqu'un, je sais pas, comme Bill Gates, etc. Ils sont dans c'est autre chose. C'est autre chose, tu vois. Mais je pense que vraiment, à nos étapes, le plus important, c'est atteignez votre liberté. Ton bonheur, après, il est à 100%. Moi, tu sais, une fois, je posais des questions à des amis proches à moi. Votre indice bonheur sur 10, c'est combien? Et je me suis rendu compte que ceux qui étaient à 10 sur 10, voire 15 sur 10, ils ont tous un point commun avec moi. C'est tous des gens qui sont libres financièrement. Les autres qui sont là, qui ont des contraintes, tu vois, la maison, les enfants, la femme, le boulot, l'argent, il faut que j'aille au travail tous les matins. Ceux-là, ils sont à 4 sur 10. Ils ne sont pas heureux. Est-ce qu'il faut être riche à millions? Là, je vais finir ce podcast avec ça. Parce que je connais des gens qui sont très heureux, mais avec un métier, par exemple, manuel. Ils gagnent très peu, ils ont une petite vie, entre guillemets. Tu sais, ils vivent petitement. Alors, effectivement, ils partent pas en vacances, il n'y a pas les Maldives, il n'y a pas 3 destinations dans la même journée. Mais ils ont un métier, je dis un métier au hasard, menuisier. Il est très content avec son métier, il gagne ce qu'il lui faut, et il n'a jamais l'impression de travailler. Est-ce que pour toi, ça aussi, c'est une réussite? Ou pour toi, il faut absolument avoir des billets? Je pense, Cécile, qu'on est tous différents. On est tous différents. Dans ma famille, il y a des gens, la plupart, qui travaillent, qui ont un salaire. Je leur ai jamais posé la question s'ils étaient heureux. Mais je pense que l'argent, quand même, est le moteur. Sinon, tout le monde ne se lèverait pas le matin pour aller bosser. On a peut-être fait croire aux gens que ça ne rendait pas heureux. Moi, je trouve que c'est une connerie. Après, peut-être que tu as des personnes qui sont heureuses en étant menuisier, en travaillant tous les jours, en allant 2 fois par an en vacances et en gagnant, je ne sais pas, 3 000 à 4 000 euros par mois. En tout cas, moi, avec ma personnalité, je n'aurais pas été heureux comme ça. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il faut des patrons, il faut des salariés. Sinon, les patrons, ils ne font pas tourner leurs entreprises. Chacun a un tempérament différent. Dans une propre famille, moi et mes frères et sœurs, on n'a pas du tout les mêmes tempéraments. Il faut tout pour faire tourner une société, pour faire tourner un monde. Il faut tout. En tout cas, mon expérience perso, j'ai travaillé dans toute ma vie pour quelqu'un d'autre peut-être 1 mois. Et je t'assure que j'ai fait l'usine 3 ou 4 jours, je crois. Quand je sortais le soir de l'usine à 17h et que je regardais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Je vais pas te mentir. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je me dis, franchement, tu sais, ma première expérience pro, je travaillais chez Citroën à Tournord, là, dans ma ville. Et donc, tu as vu, en plein mois de janvier, il me faisait peindre le parking, le mec. Et je dis, je peux rentrer? Il caille, tu vois. Il faisait, je sais pas, moins 3 degrés. Et il me dit, Momo, tu rentreras quand t'as fini. Je dis, c'est pas Momo, c'est Hakim. Et tu vois, le soir, je rentrais chez ma mère. Et tu as vu, quand on peignait, par exemple, une voiture bleue, je me mouchais, j'avais du bleu dans le nez. Tu vois? Et je dis, mais putain, ça peut pas être ma vie. Je peux plus. Et tu vois, et quand tu mangeais avec ces mecs-là, alors je diffame pas, attention, je dis ce que moi je pense. Et qu'entre midi et 2, ils mangeaient de la morue avec du vin rouge et tout. Je dis, mais je peux pas vivre ça 40 ans de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, ça me bute. Non, mais c'est vrai. Je me dis, mais. Et en fait, j'avais 16 ans ou 15 ans, tu vois, et je commençais à trouver un sens à ma vie. Je dis, mais c'est pas possible.
faut que je me réveille. Tu vois. Et après, direct, j'ai vendu des fenêtres chez un mec qui s'appelait Willy Bernard. AB Fenêtre. Il a eu des problèmes. Après, d'ailleurs, il avait racheté le club d'Angers, etc. Et c'était un jeune qui avait 23, 24 ans, tu sais. Et là, je me suis dit, tac. Ah ouais, quand même, tiens. C'est un jeune, mais tu vois, il roule en Ferrari, il roule en Porsche, il est smart. Il s'en est sorti, il y a un truc à faire. Après, j'ai dû bosser là-bas une semaine. Après, j'ai été bosser chez Huis Clos, vite fait. Et après, tu sais, comme moi, j'étais étudiant avant, je montais des broches kebab le soir pour payer mes trucs. J'ai dit, tiens, Huis Clos et tout, c'est une chaîne. Putain, tiens, faut faire une chaîne de kebab. Tu vois ? Et là, ma vie a eu un sens. Et j'ai goûté à beaucoup d'argent très jeune. Mais je pense, je te le dis à toi, j'aurais pas pu mal finir parce que le côté argent facile ne m'a jamais intéressé. Tu vois, le côté illégal ne m'a jamais intéressé. Par contre, j'aurais tout fait pour réussir. Mais j'étais prêt à tous les sacrifices. Tu vois, je te dis franchement. Tu vois, et je pense que tous les jeunes, surtout quand tu as 20 ans, tu as la niaque, tu as la force, il faut aller au bout. Les gens, ils ont peur de se sacrifier, mais ils oublient qu'ils vont se sacrifier 40 ans de leur vie. Alors, si tu as un métier, comme tu dis, menuisier, que le mec, il kiffe et tout, tant mieux pour lui, tu vois. Mais moi, j'aurais pas été bien. Merci en tout cas, Hakim. Merci à toi. C'est incroyable. Les amis, voilà, moi, je suis très heureux de vous partager tout ça. Je fais mes petits podcasts avec vous et c'est des profils différents. Et c'est vrai que tu as un point commun avec beaucoup de gens que je côtoie maintenant depuis un an. Des invités qui disent que, ouais, franchement, le salariat, c'est pas pour eux, que le travail, c'est... Il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment s'informer, il y en a qui aiment parler de politique. Il y a beaucoup de politique sur la chaîne, mais c'est vrai que vous avez tous ce point commun et vous avez refusé la vie qu'on vous a imposée. Ou en tout cas, qu'on a tenté de vous imposer entre vos 20 et vos 30 ans. Et c'est vrai que vous avez tous, quasiment, ceux que j'ai dans mes podcasts, vous avez entrepris quelque chose et vous avez fait des grandes choses et ça me fait plaisir de vous recevoir. Donc j'espère que vous aimez, les amis. Notre cagnotte, toujours en description. La marque Ira, tout ce qui est petites épices, raisins secs et tout ça, ça nous fait plaisir. Tout vient d'Afghanistan, d'Iran, donc n'hésitez pas à passer commande. Ça investit immédiatement et directement le média. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Là, on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Ça investit dans le média, ça lui permet de continuer. Parce que ça finance toutes les productions, comme aujourd'hui, on est à Paris. Donc ça finance tout ça. Donc n'hésitez pas à commander, ça nous fait beaucoup de plaisir et ça nous aide. Hakim, j'ai vu que tu as une chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes aventures Alors écoute, j'ai Instagram, Hakim Benotman. C'est vrai. J'ai la chaîne YouTube. On avait arrêté un peu les podcasts par manque de temps. On va reprendre. Il y en a une dizaine qui ont été tournés. Il faut juste qu'ils soient diffusés. Okay. Et comme je dis, c'est pas mon monde. Donc le temps de trouver des community managers, tout ce monde-là. Parce que je m'occupe de ça. Moi, tu sais, les réseaux, ça me prend 10 minutes par jour. Hein. Et donc voilà, mais ça reprend. Les podcasts vont reprendre. On va apporter de la valeur. Toujours pareil. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, quoi. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas un truc, pensez-y chaque matin, on ne vit qu'une fois. Donc réalisez vos rêves. La vie, elle est faite pour réaliser chacun de vos rêves. C'est très important, les gens l'oublient. C'est très important. Réalisez vos rêves. Tu sais, ma tante est médecin, donc en personne en fin de vie, etc. Le premier regret de la plupart des personnes, c'est d'être passé à côté de leur vie. Parce qu'ils ont vécu une vie qu'on leur a dictée et pas la vie qu'ils voulaient vivre. Donc vivez votre vie comme vous l'entendez, tout simplement. Je t'ai rarement vu aussi sincère dans un podcast, donc merci beaucoup Hakim pour cette émission. Merci à vous les amis, je vous souhaite à la prochaine, une autre émission avec une nouvelle personnalité. Hakim, si jamais tu es de repassage à Paris, tu nous dis, on fait un épisode 2. Si vous avez des questions pour Hakim, posez-les-moi en commentaire, comme ça je les regrouperai et je te les reposerai la prochaine fois. J'espère que ça t'a pas trop vexé, j'ai été obligé de poser toutes les questions qui étaient là sur les réseaux. Je suis un mec très transparent. Tout répondu. Voilà, merci beaucoup en tout cas Hakim. Merci à toi. Je vous dis à bientôt.